Chers amis, bonsoir. Nous allons parler ce soir de la guerre d'Algérie et du rapport Stora avec deux invités, Omar Goussmi et Cyril Garcia. Je vais tout de suite passer la parole à Omar qui va présenter le sujet, ce très vaste sujet. Ensuite, il engagera un débat avec Cyril Garcia et nous interviendrons les uns les autres à la suite de ce premier débat. Omar, vous avez la parole. Merci beaucoup Bertrand, bonsoir à tous. Alors effectivement, nous avons décidé de parler du rapport Stora qui a été rendu le 20 janvier au gouvernement, avec toutes les implications que cela implique pour le coup, et toutes les ramifications qu'on peut tirer. Alors Bertrand a lancé le sujet sur l'idée de la guerre d'Algérie. Évidemment, ce sera le point de départ du sujet, mais nous allons dérouler la pelote pour aller jusqu'à l'époque actuelle et les difficultés ou les points positifs aussi, malgré tout, parce qu'il faut parler des points positifs et pas toujours du négatif, que le rapport Stora souligne, et plus particulièrement l'immigration algérienne à l'issue de ce conflit et de l'indépendance de 62 pour l'Algérie. Donc, pour ce faire, nous allons... surtout, Cyril Garcia va parler. Je vais essayer d'être à la hauteur de ses connaissances et de sa pertinence. Donc, Cyril Garcia, qui est historien, enseignant, qui est plutôt spécialisé sur tout le Maghreb et plus largement même sur tous les pays de langue arabe, et donc qui est une de nos références sur le sujet, et donc on va parler avec lui de ce rapport et de tout ce qu'il implique. Donc, dans un premier temps, bonsoir Cyril. Bonsoir et merci. Merci à toi. Donc, le rapport Stora, qui est sorti le 20 janvier. Alors, avant de commencer sur ce rapport vraiment en lui-même, on peut s'interroger sur le but politique et le but pour un historien comme Benjamin Stora, qui est connu, reconnu et dont on connaît les travaux depuis très longtemps, de ce rapport. Alors la première question que moi je serais tenté de me poser, c'est quel est l'intérêt pour Macron, dans un premier temps, pour le gouvernement et donc pour Macron, d'avoir suscité ou demandé ce rapport? Alors, ça fait quand même beaucoup d'années que tous les présidents que l'on a eus ont essayé de légiférer sur l'histoire, que ce soit sur le bicentenaire, que ce soit sur le célébrant l'esclavage, plutôt célébrant en tous les cas l'abolition de l'esclavage. Emmanuel Macron est dans la lancée de François Hollande, qui avait déjà posé la dalle d'une volonté de réconciliation avec la mémoire liée à la guerre d'Algérie, lorsqu'il avait notamment déclaré ouvertement les crimes de la police lors des massacres d'octobre 61. Benjamin Stora était déjà, on va dire, l'archiviste ou l'historien qui avait représenté, si vous voulez, François Hollande lors de cette reconnaissance. Donc Benjamin Stora, c'est pas la première fois, disons, qu'il est utilisé par le pouvoir exécutif afin de recomposer, de signifier, en tous les cas, la volonté du pouvoir de reconnaître certains faits liés à la guerre d'Algérie. Une guerre qui a longtemps été un peu oubliée, tout simplement puisque François Mitterrand a été un acteur en tant que ministre de l'Intérieur durant le conflit, que Jacques Chirac a été un courageux d'ailleurs lieutenant durant le conflit. Donc c'est déjà une génération qui l'ont vécu de manière directe. Et François Hollande avait été marqué de manière indirecte puisque son père avait été militant à l'Algérie française, et que Emmanuel Macron est le premier président à n'avoir vécu ni de loin ni de près ce conflit. Donc il y a une volonté chez lui, si vous voulez, d'être un peu l'homme de la paix, en tous les cas, entre la France et l'Algérie, et l'homme d'une reconnaissance de l'action de l'État français durant ce conflit. Donc il y a une volonté vraiment de marquer l'histoire. Oui. Alors par rapport à ça, et comme on est à un an des élections présidentielles et des enjeux présidentiels, est-ce qu'il n'y aurait pas
dans la démarche de Macron, alors anticipée, parce que forcément le rapport a été demandé un peu plus tôt, mais une volonté électoraliste, ou en tout cas faire en sorte que les immigrés de la première, deuxième, troisième génération qui aujourd'hui sont français et donc appelés à voter pour les présidentielles soient enclins à sympathiser du côté de LRM et d'apporter des voix en plus à Macron, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est pas gagné pour lui au niveau des élections, et donc de pomper un petit peu l'électorat de Mélenchon, dont on ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais qui serait apparemment, d'après certains, plutôt enclin au premier tour, en tout cas, à voter Mélenchon. C'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Mais il n'y aurait pas Premièrement, il n'y a pas un électorat d'origine maghrébine, c'est faux. Beaucoup de jeunes de banlieue ne votent pas. On n'a qu'à voir les statistiques électorales. Deuxièmement, peut-être qu'il y a une volonté de gauchiser son image, lui qui a quand même été conseiller économique de François Hollande, mais qui dans les faits passe par un homme de droite. On a vu son attitude, notamment lors des manifestations des Gilets jaunes, mais aussi d'un point de vue économique. Donc il peut y avoir aussi cette volonté, si vous voulez, de récupérer, on va dire, une part de la mémoire de gauche, ou d'une gauche, en tous les cas, mais qui est très présente, et qui a été très active dans la guerre d'Algérie. Mais je crois que si vous voulez légiférer sur l'histoire, ne fait pas de vous un grand homme, c'est les faits qui prouvent. Et en effet, il y a une partie de la classe moyenne qui existe et qui émerge, heureusement d'ailleurs, qui est passée par les écoles de commerce ou qui ont une réussite dans le secteur, on va dire, du privé, et qui peut être, on va dire, attiré par un vote Macron contre un vote Le Pen. Mais je pense que vraiment cette position d'Emmanuel Macron sur le rapport Stora aura vraiment un impact à la marge. Hein. Je veux dire, dans la mémoire des gens, les jeux sont déjà faits depuis longtemps. Je le pense aussi, mais bon, je me devais te poser la question. Non, alors maintenant, c'est légitime. Oui, tout à fait. Après, sur le besoin ou l'envie de Macron, on en a parlé, et pour Benjamin Stora lui-même, qui est donc un historien connu, reconnu, qui sur ces questions-là et sur ce sujet-là fait autorité, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, c'est même pas le sujet. Il fait autorité en la matière. Quel est l'intérêt pour lui après Hollande d'aller avec Macron, d'essayer de faire des rapports ou des travaux qui vont tenter je ne sais pas alors je ne sais pas quelle est sa visée d'ailleurs. Je préfère te demander quelle est la visée de Benjamin Stora, quel est son but, quel est son projet par rapport à un tel travail, parce que c'est un vrai travail de rendre un tel rapport malgré tout. Apparemment, je ne suis pas un tel de Benjamin Stora. On est bien d'accord. Tu le saurais sinon. Mais je pense que c'est la cerise sur le gâteau. Je veux dire, quand on est un historien, quand on a travaillé sur un sujet précis, de le voir, on va dire, de voir son travail sur l'Algérie, sa volonté de réconciliation entre la France et l'Algérie, qu'on soit d'accord ou non sur ses travaux, sur ses prises de position, mais le fait que l'État le prenne lui, c'est un peu le graal d'une carrière universitaire, c'est-à-dire qu'il est passé du champ universitaire au champ politique, au sens le plus large, le plus grand du terme, qui est quand même celui de pondre un rapport qui vise, si vous voulez, selon Emmanuel Macron, mais là, il y aurait quand même de quoi dire de manière négative, à réconcilier les deux bords. Donc en fait, ça serait plutôt la légitimation politique de son travail depuis près de 30 ans, voire plus même. Bon. Alors à partir de là, donc on va essayer d'attaquer un petit peu ce que dit ce rapport en lui-même. Donc, il a fallu chercher des sources et le rapport en lui-même. Et donc de ce que je peux en retirer, il y a plusieurs éléments. En gros, il y a une vingtaine de points très forts dans ce rapport. Et un des premiers points, c'est cette histoire de commémoration. Alors, je commence par ce point parce qu'il va décliner sur plein de sujets et plein de domaines. Les commémorations, donc, ça serait de demander que le 19 mars 62 devienne une date de commémoration en France. Alors, peut-être pas jusqu'au jour férié, mais qu'on aille vers la célébration de cette date de manière beaucoup plus officielle et beaucoup plus marquée. Alors, est-ce que
toi, en tant qu'historien, puis en tant que personne au fait de ces questions, est-ce que tu penses que cette idée de faire du 19 mars 62 sur le territoire français aujourd'hui une date significative du calendrier a un sens, une portée et une valeur? Alors, premièrement, il faut quand même rappeler que la guerre d'Algérie, que ce soit par les conscrits et leurs descendants, que ce soit par les harkis, les pieds noirs, les descendants d'Algériens, les personnes, même s'ils sont beaucoup plus minoritaires, qui ont pu être engagés à l'OAS ou chez les porteurs de valises, tout ça, ça touche quand même une large partie de la population. Donc, ce n'est pas une question, on va dire, qui est à marginaliser on va dire, dans la mémoire collective française. Elle a touché beaucoup de gens. Elle reste, on va dire, brûlante. C'est ce qui explique d'ailleurs que ce rapport Stora fait beaucoup de bruit. Moi, je pense qu'il y a trop de fêtes et de jours commémoratifs. Je pense qu'à trop en faire, on les banalise et on en perd de son symbole. Je ne suis pas sûr que faire un jour précis, on va dire, permettra de refermer les plaies. Alors en plus, ouais, alors oui, surtout que par rapport à ces commémorations, il est prévu dans le rapport 3 jours et pas un seul. C'est-à-dire qu'il y aurait le 19 mars 62 par rapport à Évian, on aurait le 25 septembre pour commémorer la mémoire des harkis et le 17 octobre pour la répression des travailleurs algériens en France. Donc on aurait 3 dates qui deviendraient des dates commémoratives pour célébrer, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais en tout cas pour parler de la guerre d'Algérie. Donc par rapport à ta remarque précédente, l'idée ce serait quand même de rajouter non plus une, mais 3 dates où on serait dans cette idée et là où je vais en venir plus tard, de repentance. Mais je t'écoute si tu as quelque chose. C'est là qu'on voit la confusion idéologique de Macron. Ça veut dire qu'à travers ces 3 lois, on essaie premièrement de célébrer l'État avec les accords d'Évian, de célébrer, on va dire, toute la population issue, on va dire, des rapatriés ou des harkis, donc des gens qui sont plutôt défavorables à une réconciliation avec l'Algérie, tant que l'Algérie n'aura pas fait son mea culpa sur beaucoup de crimes qui a pu être commis durant cette guerre. Et puis après, de gauchiser un peu son image avec, en effet, la répression dramatique d'ailleurs des travailleurs algériens durant ce conflit. Le problème, c'est qu'à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, on ne fait plaisir à personne. C'est-à-dire que ce rapport a tenté d'être le plus consensuel possible, a essayé de rappeler beaucoup de faits, parfois malheureusement sans mettre les liens les uns avec les autres. Et on voit pertinemment que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, en Algérie, on a vu un antisémitisme délirant apparaître dans certains journaux. On va en parler. Ce rapport a été fusillé de toutes parts. Il n'a fait plaisir à personne d'ailleurs. Il n'a contenté personne. Parce que les mémoires sont trop brûlantes, trop différentielles. Et qu'encore une fois, personne n'a la vérité, à part Dieu, pour les croyants. Mais que les faits auraient pu être beaucoup plus, on va dire, décrits, analysés, beaucoup plus impartiaux dans leurs analyses. Mais premièrement, pour se réconcilier, il faut être 2. On voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'historiens algériens commencent à se plaindre que l'État algérien n'ouvre pas ses archives. Et en France, il y a beaucoup de gens qui utilisent la démagogie à la fois pour des raisons électorales et pour, on va dire, sans se remettre en question d'ailleurs sur le rôle qu'ils ont pu avoir durant le conflit et durant la colonisation, de part et d'autre d'ailleurs. Et tout cela crée un micmac qui ne mène à rien en fait. Donc, alors on a plein de points à évoquer. On a déjà évoqué la repentance, l'antisémitisme. On va y revenir dans un second temps. On va juste finir. On va avancer dans le rapport Stora et puis on va tomber dessus. Alors, en tant qu'historien, il y a la deuxième vraie recommandation de ce rapport, c'est le rapport de l'organisation d'un recueil de la parole, des témoignages. C'est-à-dire de demander, pendant qu'ils sont encore vivants et qu'ils soient vivants le plus longtemps possible, évidemment, nous le souhaitons tous, que les acteurs de cette guerre des 2 côtés puissent apporter leurs témoignages et qu'on puisse recueillir ces témoignages pour essayer d'établir une sorte de vérité historique sur tous ces événements, donc qu'on puisse recueillir ces deux voix, ces 2 paroles. Bon, j'imagine que une telle demande, en tant qu'historien, toi, c'est quelque chose qui te parle. Je pense, j'en sais rien, tu vas nous le dire. Oui, c'est louable. Enfin, la mémoire des acteurs est quand même un travail très important, je m'excuse, très important, voire primordial pour établir une histoire, et établir l'histoire en tant que telle.
Après, ce recueil a déjà été établi par beaucoup d'historiens, avec Guy Pervilliers, Mohamed Harb, enfin, il y a plein d'historiens qui ont, si vous voulez, récupéré ces mémoires afin d'écrire l'histoire en confondant les différents acteurs. Donc je vois pas en quoi cette stratégie, qui est quand même un des travaux primordiaux d'un historien, à faire dans ce rapport. Je veux dire, une fois qu'on a composé tous ces recueils, avec des mémoires qui sont très souvent d'ailleurs opposées les unes des autres, avec parfois de la mauvaise foi, avec parfois des zones d'oubli, oubli volontaire ou involontaire, parce qu'avec le temps, il y a parfois des détails qui sont oubliés. Qu'est-ce que ça va faire dans ce rapport? Je veux dire, au bout d'un moment, est-ce que ce rapport est un manuel pour l'historien de demain qui voudrait travailler sur la guerre d'Algérie, ou est-ce que c'est un moyen, si vous voulez, de réconcilier les deux peuples? Alors on sait pertinemment entre un pied noir qui vit à Béziers et quelqu'un qui a été élevé au lait FLN à Sidi Bel Abbès ou à Batna, les choses vont être très différentes et on n'arrivera pas à les réconcilier. Point suivant, et là on est sur quelque chose, alors là, de très très, encore plus sensible selon moi, c'est l'idée annoncée de la construction de la stèle à l'effigie d'Abdelkader, qui serait donc érigée à Amboise, puisque c'est là qu'il est mort et qu'il a vécu en exil. Et donc ce monument serait érigé en 2022 à l'occasion donc de l'anniversaire de l'indépendance. Alors pour ceux qui l'ignorent, et ce serait tout à fait normal, hein, Abdelkader, c'est un des principaux acteurs de la lutte contre la conquête de l'Algérie par la France au milieu du 19e. Donc ça serait pour la France de construire une statue célébrant un de ses ennemis, en fait, pour dire tout simplement, même si on peut discuter de plein de choses par rapport à ça. Mais voilà, donc ça serait la troisième recommandation de ce rapport. Bon, alors, je pense que pour toi, c'est pareil, c'est toujours dans cette idée de ménager la chèvre et le chou, de faire plaisir aux uns sans... Alors, Vas-y, il y a deux choses. En tant qu'humain, je suis très favorable à l'édification d'un buste pour Abdelkader, pour plein de raisons. Premièrement, il a combattu une conquête, qu'elle soit française, espagnole ou anglaise. On peut très bien, en tant qu'anti-impérialiste, être totalement favorable à l'image d'Abdelkader. Deuxièmement, c'est un homme qui a été un des créateurs, entre guillemets, un des ancêtres de la Croix-Rouge. Troisièmement, c'est un homme qui est admiré par Napoléon III, notamment. C'est un homme qui, lors de la crise à Damas, a protégé les chrétiens. Donc, si vous voulez, c'est pas parce qu'on a été un ennemi de la France qu'on serait forcément, enfin, d'une certaine France, on serait forcément un salaud intégral, si vous voulez. Abdelkader a fait des choses brillantes et a été admiré par beaucoup de Français qui pourtant ont été ses ennemis. Donc, je ne mets pas sur le même plan Abdelkader que je pourrais mettre sur le même plan certains dirigeants du FLN qui n'ont pas été toujours très glorieux durant la guerre d'Algérie. Troisièmement, en tant qu'historien, encore une fois, on veut marquer le coup, on veut faire plaisir à tout le monde, mais on passe d'une statue d'Abdelkader à 3 jours de cérémonie. Je suis d'accord avec le rapport Stora qu'il faut absolument, il est primordial pour comprendre la guerre d'Algérie, revenir bien sûr à la conquête de l'Algérie et à des faits qui sont passés auparavant. Je pense notamment à la piraterie, qui est une des raisons. Hein. Mais je pense qu'il faut faire les choses, il ne faut pas mettre trop d'éléments dans un rapport de ce genre, parce qu'à la fin, on est étouffé de symboles et qu'on ne comprend plus exactement pourquoi ce rapport a été fait. Est-ce qu'on veut se réconcilier avec qui? Avec soi-même? Avec quels Algériens? Avec quels Français? On en revient à la discussion du départ, en réalité. Je pense que trop d'éléments tuent les éléments, de certaine manière. Alors ensuite, par rapport à tous ces éléments, on a aussi la reconnaissance de l'assassinat d'Ali Boumengel. Bon, bah ça a plus ou moins été fait. C'est en cours, en tout cas, de discussion. On est encore toujours dans cette idée de faire plaisir aux uns et aux autres. Voilà, donc on ne va pas se répéter là-dessus. Il y a aussi la publication d'un guide des disparus. De célébrer la mémoire de toutes les personnes dont on n'aurait pas qu'on n'aurait pas retrouvé depuis. Donc on est toujours dans cette idée, et c'est là où je voulais en venir, de la repentance. On entend depuis très longtemps cette notion de repentance. Alors évidemment,
accentué et nourri par des gens comme moi, hein, qui sont des enfants d'immigrés directs, donc ce qu'on appelle la première, la deuxième, la troisième génération maintenant. Donc, qui nourrissent cette idée de repentance, cette idée de l'indigénisme, du colonialisme, enfin toutes ces idées-là. On en pense qu'on en veut. Ça va pas être notre sujet aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter dans l'ANAR, mais simplement sur cette idée de repentance. On demande en gros, à travers ce rapport, mais pas seulement, à travers plein d'éléments, à la France de demander pardon, de s'excuser d'avoir été la France. Alors toi, en tant qu'historien, comment tu appréhendes cette idée de repentance et cette montée, ce besoin d'imposer à la France cette repentance? Alors, tout d'abord, ça me fait toujours sourire de voir des laïcs et des descendants du socialisme d'utiliser un terme chrétien comme la repentance. Ça veut dire que dans leur inconscient, il y a comme des choses qui les travaillent. Deuxièmement, c'est très bizarre que des gens qui se réclament du tiers-mondisme et de l'universalisme considèrent qu'on est criminel par le sang. Comme si on avait dans nos veines des globules rouges en forme de colonialistes ou d'anticolonialistes d'ailleurs, de résistants ou de collaborationnistes qui couleraient dans nos veines. Moi, je suis contre l'idée de repentance, mais là, on dépasse le cadre de l'historien. Je suis contre aussi la dynamique d'excuses. Je suis par contre pour que l'État français reconnaisse. Je veux dire, je me rappelle avoir vu une interview de Georges Fleury, qui est un ancien commando de marine qui était Algérie française et qui a fait notamment un travail très, très intéressant sur l'OAS et qui disait, et je suis d'accord avec lui, il faut que l'État dise, voilà, oui, on a torturé en Algérie. Voilà, de le dire. Pourquoi cacher les éléments? Pourquoi ne pas le dire? Alors après, il serait très intéressant d'ailleurs que durant ce discours, on remette les choses dans le contexte. Attention, Cyril, fais attention, ça coupe. Alors, on n'a pas entendu par tout le temps l'intégralité de ton intervention. Bon, après, je pense qu'on a compris l'idée qu'évidemment, il fallait éviter de cacher les éléments et qu'on pouvait très bien avouer et les tortures et les crimes et des deux côtés. De toute façon, il faut dire une chose, voilà. L'histoire ne rattrape toujours. Donc il faut parfois anticiper les choses, les dire, ne pas se cacher. L'État français, que je différencie quand même de la France, a fait faire des choses à l'armée qui ne sont pas forcément toujours glorieuses, qui ne sont pas toujours, on va dire, dans la veine des valeurs auxquelles nous nous référons et qui nous rallient en tant que Français. Mais, encore une fois, il faut dire les choses, il ne faut pas cacher. Cacher, ça sous-entendrait qu'on a honte et surtout que nous n'assumons pas, entre guillemets, ce qui a été fait auparavant, même si on n'est pas descendant forcément de ces choses. Mais il faut pouvoir dire les choses, il faut le dire. Mais sans tomber dans le chantage. Alors, donc, pour enchaîner sur le rapport Stora, donc il y a énormément de choses sur cette notion de repentance. Hein. Je ne vais pas revenir dessus sur les restes humains. Enfin, je peux les citer, mais sur les restes humains, les cimetières à valoriser. Le nom des rues en France, où certaines rues pourraient prendre le nom de héros de l'indépendance. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça. Il y a trois autres temps dans ce rapport, dans les préconisations posées par Benjamin Stora qui peuvent être intéressantes, c'est la position des harkis, le fait d'admettre des deux côtés, pour le coup, le rôle et l'importance des harkis dans ce conflit. Alors qu'on soit pour, qu'on soit contre, à la limite, tout cela n'a plus aucune espèce d'importance. Aujourd'hui, on est dans un travail mémoriel, d'histoire, et les harkis représentent un pan assez important, voire essentiel de ce conflit. Donc, il y aurait la reconnaissance pour les deux côtés du rôle des harkis. Alors ça, autant en France, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui poserait problème ou qui serait problématique. Par contre, en Algérie, demander à ce que les Algériens reconnaissent que les harkis sont déjà tout simplement des hommes et des êtres humains comme les autres, ça va être compliqué. Alors en France, en dehors d'une certaine extrême gauche qui pourrait, on va dire,
rejouer, on va dire, la dichotomie résistant-collaborationniste en parlant de la guerre d'Algérie, parce que c'est quand même un discours qui renaît, on va dire, c'est une certaine gauche qui s'exprime sur ce sujet. En Ah bah, Algérie, ça Archi, c'est une insulte des cités aujourd'hui. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, c'est des Parce quartiers. Enfin, voilà. il y a beaucoup de termes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une méconnaissance tellement forte des Algériens sur leur histoire que ce n'est malheureusement pas surprenant. D'accord. Voilà, être traité d'archi, ça veut dire que tu es un Français, enfin, tu es d'origine maghrébin, traître et proche de la France et que tu défends la France. Enfin, c'est-à-dire que moi, par exemple, pour beaucoup, je suis un harki. Voilà. Bon, quand on connaît, enfin voilà, je vais pas raconter mon histoire ni mon passé, mais c'est toujours un petit peu bizarre d'être traité de harki, comme si c'était une honte, alors que non. Enfin, c'est une conviction pour certains et ça vaut plus que ça. Mais vas-y, premièrement, comparer la collaboration avec les harkis, c'est absolument absurde pour plein de raisons. On va dire, on manque de temps pour en parler, mais c'est absurde. Deuxièmement, le pouvoir FLN en 62, dont beaucoup ne s'étaient pas battus d'ailleurs, soit parce qu'il venait de l'armée des frontières, soit parce que c'était certains politiciens qui avaient récupéré le pouvoir par des jeux d'appareils, avaient besoin des harkis pour conforter leur rôle de héros et donc légitimer leur place. Hein. Deuxièmement, le FLN n'est pas blanc-blanc. On se rappelle de certains massacres sur des villages innocents, notamment celui de Melouza. Melouza, ouais. Cette mémoire qui a été, dont le responsable de la répression avait reconnu en 91 que c'était bien le FLN qui avait massacré. Donc voilà, l'histoire algérienne est aussi une guerre civile, ce qu'on oublie un peu, avec des factions tribales et politiques très différentes, et qu'aujourd'hui, on va dire, pour la dernière génération qui a le pouvoir à Alger, manipuler la guerre d'Algérie est un moyen pour eux de conforter leur pouvoir, puisqu'en réalité, leur bilan économique est catastrophique. L'Algérie est un Eldorado, de certaine manière, hein. D'un point de vue agricole, avec le gaz, le pétrole, ce qu'en ont fait, on va dire, les descendants et les acteurs de 62 est absolument catastrophique. Donc, si vous voulez, parler encore des harkis aujourd'hui, c'est politique. Et en réalité, ça ne fait que montrer que l'histoire de la guerre d'Algérie à Alger est uniquement basée sur beaucoup de mensonges, en tout cas. Bon, de toute façon, le pouvoir politique algérien aujourd'hui, on va en reparler, on va y venir. Il y a aussi dans ce rapport l'idée des essais nucléaires. Donc, de reconnaître et de faire en sorte que les essais nucléaires qui ont lieu dans le Sahara soient traités, décontaminés, que les terres soient décontaminées et traitées. Bon, alors ça, à la limite, je pense qu'on peut à peu près tous être d'accord sur l'idée que ça peut être effectivement une chose très pertinente, que enfin on réhabilite ces terres. Maintenant, je ne sais pas comment on peut s'y prendre, mais l'idée existe. L'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon, bon, pourquoi pas. Voilà, mais on est encore toujours dans cette histoire de repentance, mais pourquoi pas. Enfin, je pas. Par contre, c'est le travail sur les programmes scolaires qui là mérite peut-être qu'on s'attarde un petit peu. Alors en plus avec ta double casquette d'historien et d'enseignant, donc l'idée de retoucher, de retravailler les programmes scolaires pour alors dans un premier temps faire entrer la guerre d'Algérie comme une guerre et donc comme un conflit dans l'histoire, comme si les enseignants d'histoire aujourd'hui occultaient totalement ce pan. Enfin bon, on a toujours le droit de vouloir y croire, hein, mais d'accorder dans les programmes scolaires plus de place à cette histoire de la France en Algérie. Alors, outre le fait que on voit bien l'idée, encore une fois, de flatter certaines catégories de la population dont je fais partie, donc les enfants d'immigrés, voilà. On va parler de vos origines, donc vous allez être contents et tout va bien se passer. Il y a quand même une démarche qui est, pour le coup, assez particulière. Premièrement, on considère que donc les enseignants d'histoire ne parlent jamais de la guerre d'Algérie.
Ou s'ils en parlent, ils en parlent très peu et sans doute très mal. Donc là, c'est remettre en cause, plus largement encore, la formation même des enseignants. On est bien d'accord, toi et moi, que c'est totalement faux. Les professeurs d'histoire, quand ils sont amenés dans leur programme à parler de la guerre d'Algérie, ils en parlent et ils vont pas passer à côté. Bon. Mais donc, deuxièmement, il y a quand même une idée idéologique de flatter l'auditoire, comme si le programme scolaire se devait d'aller dans le sens des étudiants et de leur donner ce qu'ils ont envie d'entendre, en tout cas les sujets qu'ils ont envie d'aborder. Et puis troisièmement, c'est une sorte d'ingérence du politique dans l'éducatif. Alors après, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on va en discuter, mais je t'écoute là-dessus. Alors, il y a plusieurs points. Vas-y. Premièrement, je vais juste faire un petit rappel. J'avais marqué sur mon blog que pour l'entrée de Gilles Halimi, qui est une grande femme sur beaucoup de points, très courageuse, j'aurais préféré que Jacques Paris de la Bollardière soit rentré au Panthéon, pour beaucoup de raisons. Premièrement, c'est un compagnon de la Libération. Deuxièmement, c'est un homme qui a à la fois, comme tout le monde le sait, dans la guerre d'Algérie, critiqué la torture, mais qui a aussi combattu le FLN. D'une certaine manière, avec Paris de la Bollardière, on combat toutes les démagogies. Hein, ce n'est pas seulement à la fois l'action ultra-répressive de l'armée, mais à la fois aussi l'action du FLN, qui n'est pas blanche-blanche non plus. Donc voilà, je ferme la parenthèse, parce que je pense qu'on a aussi besoin d'avoir des figures qui rassemblent, hein, et pas seulement des figures qui clivent au Panthéon. Deuxième point, sur la question des programmes scolaires, premièrement, en histoire, on nous demande de tout aborder. Les programmes sont trop lourds. Souvent, on passe trop peu de temps sur des sujets qui sont pourtant fondamentaux dans l'histoire de France, voire dans l'histoire de l'Europe. Et le problème de tout vouloir aborder, c'est qu'à la fois, on n'aborde rien. Donc, premièrement, la conquête de l'Algérie est abordable en quatrième sur la colonisation. Deuxièmement, on parle de la guerre d'Algérie à la fois quand on parle de l'avènement de la Cinquième République, mais aussi quand on parle notamment de l'ère du tiers-monde. C'est un exemple qui est totalement faisable et prenable. Donc c'est faux de dire qu'on n'en parle jamais. Le problème parfois de raviver les mémoires, c'est qu'on pense que sa mémoire personnelle est le centre du monde. Donc il faudrait, pour certains, aborder la guerre d'Algérie à toutes les sauces. En 6e, 5e, 4e, 3e, que ce soit d'un côté Pied-Noir ou d'un côté descendant de colonisés, parce que, je vais faire une petite parenthèse, les Félagas n'étaient pas la majorité des Algériens, loin de là. La majorité des Algériens n'étaient ni Harkis ni Félagas. Donc quand des gens se prennent pour des descendants de Ramdan, ça me fait doucement rigoler, quoi. Souvent, parfois, et la majorité du temps, leurs ancêtres à l'époque étaient soit des ouvriers rackettés par le FLN en France, soit ont tenté de survivre un peu d'une certaine manière comme les Français ont tenté de survivre sous l'occupation, et qui n'étaient ni gaullistes ni vichistes. Donc il faudrait peut-être aussi un petit peu arrêter de manipuler l'histoire pour se glorifier soi-même. Donc, pour revenir à ce que tu viens de me citer, premièrement, on parle de la guerre d'Algérie, alors peut-être pas assez, c'est un autre débat. On parle de la colonisation d'Algérie, avec un prisme parfois unilatéral, parce qu'on parle très peu des barbaresques, par exemple, alors qu'on pourrait parler de la piraterie algérienne, qui est une des raisons d'ailleurs de la conquête. Donc, encore une fois, c'est le degré, on en parle. Est-ce que c'est pas assez ou peut-être pas assez? Quoi qu'il arrive, les programmes sont tellement lourds aujourd'hui pour les enseignants d'histoire que malheureusement, on survole parfois certains thèmes. Oui, le véritable sujet par rapport à cette demande de Benjamin Stora n'est pas la place de la guerre d'Algérie ou de la position de l'Algérie dans l'enseignement de l'histoire en France, c'est bien l'enseignement de l'histoire en France qui pose problème, tout simplement. Oui, c'est la manière dont c'est enseigné, le temps qui est accordé à cette histoire, avec tout ce que ça veut dire. Plus on donnera de temps à l'enseignement de l'histoire, et puis on est là ensemble aujourd'hui sous l'égide de Bertrand Renouvin, qui est quand même quelqu'un qui, au niveau des connaissances historiques, ça va. On a du lourd. Donc, je pense qu'à un moment, l'enseignement de l'histoire et l'enseignement de l'histoire de la France, mais aussi du monde en France, est un véritable problème. Alors, de par mon passé, moi, d'enseignant de lettres, j'ai le même problème avec les lettres. Avec le français. Alors, il y a le français qu'on enseigne au collège qui est la grammaire. Et donc, on enseigne de la grammaire et on arrive à un moment où on en dégoûte les élèves pour après, au lycée, leur expliquer que c'est la plus belle langue du monde et que les écrivains français sont les meilleurs du monde. Oui, mais ils détestent tellement cette langue parce qu'on leur a expliqué la difficulté du subjonctif imparfait que, de toute façon,
ils n'arrivent plus à rentrer dans un Molière parce que c'est trop dur pour eux. Non pas au niveau du sens, mais au niveau de l'intérêt qu'il y a à mettre dans une lecture. Et quelle que soit cette lecture, on peut très bien lire... allez, je vais aller dans les extrêmes, on peut très bien lire Mein Kampf, mais pour lire Mein Kampf, il faut avoir un intérêt pour savoir ce qu'il y a dedans, et pour en tirer ce qu'on a envie d'en tirer, que ce soit bien ou pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Mais lire, c'est un acte de volonté. Et là, Oui, on bien leur sûr. apprend juste que c'est dur. C'est dur de faire une phrase. C'est bon, De toute c'est façon, encore un autre débat. On en fera un autre. On en fera un autre sur l'enseignement. Voilà. on est quand même passé de l'instruction publique à l'éducation nationale. Donc les Voilà. termes sont importants quand même. Ouais. Deuxièmement, on en revient, c'est des questions épistémologiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'histoire? Est-ce que l'histoire sert à former des citoyens? Et donc, dans ce cas, l'histoire de France est fondamentale pour comprendre le pays dans lequel on est. Ou est-ce que c'est une science dure et humaine? Dans ce cas-là, il faut apprendre toutes les civilisations. Moi, je pense que la réalité, encore une fois, n'est pas blanche ou noire. Il est fondamental d'apprendre l'histoire de France, mais il est aussi important de comprendre que la France n'est pas une île et que notre histoire est aussi, on va dire, l'interaction de plusieurs éléments, de plusieurs pays, bien sûr. Plusieurs nations. Bien sûr. Bien sûr. La richesse d'un humain n'est ni dans le blanc ni dans le noir. Il est en fait dans la complexité des choses. On est tout à fait d'accord. Sur la guerre d'Algérie, oui, c'est fondamental d'en parler. Surtout que j'avais fait un petit sondage en classe et j'avais demandé en fait combien il y avait d'enfants de conscrits dans ma classe. Et je m'étais aperçu qu'il y avait un tiers des enfants qui avaient des grands-parents conscrits. Alors souvent, les grands-parents ne parlaient pas de la guerre d'Algérie pour des raisons X ou Y, mais ils le savaient. Donc c'est une guerre où les témoins sont encore vivants et qui en France a joué un grand rôle. Je veux dire, la division des droites, des gauches, l'avènement du Front National, etc. Tout cela, c'est lié à la guerre d'Algérie, en grande partie tout du moins. Je veux dire, la guerre d'Algérie n'est pas du tout un îlot honteux dont on ne devrait pas parler, mais plutôt une période dont on doit parler, analyser et prendre conscience des impacts que ça a eu sur la société française. Très bien, oui, pardon. Et le dernier point qui va nous permettre d'enchaîner sur tous les autres sujets que j'aimerais aborder dans le temps qui nous est imparti, c'est l'idée de développer les visas de chercheurs, de faire en sorte que les chercheurs algériens puissent venir poursuivre leurs recherches et leurs études en France. Alors pour faire bonne figure, on dit évidemment que ce serait bien que les chercheurs français aillent en Algérie pour suivre leurs recherches et leurs études. Ça fait toujours bon chic, bon genre. Mais dans l'idée, ça serait plutôt évidemment de donner des visas de chercheurs aux Algériens pour qu'ils viennent en France. Donc le point de départ, ça va être celui-là, et puis après, on va développer sur les visas et sur l'administration algérienne aujourd'hui et depuis 62 et tout ce que ça veut dire. Donc, tu peux commencer sur cette notion des visas de chercheurs si tu as quelque chose à en dire. Moi, j'en ai 2-3 petites choses à dire, mais bon, je vais te laisser quand même en parler. Et puis après, on peut décliner et commencer à décliner sur l'Algérie de 62 à nos jours. Mais je t'écoute. Alors, premièrement, une chose qui est un peu parallèle, mais j'aimerais déjà que les Algériens ouvrent leurs archives déjà, pour que les Français puissent travailler à partir de leurs archives. Hein. Ça fait partie des préconisations, ça fait partie des préconisations de Benjamin Stora, évidemment. J'en parle parce tu fais bien de le rappeler. Tu fais bien de le rappeler. C'est un préalable important. Je veux dire, bien sûr. Encore une fois, on peut se réconcilier avec soi-même, ce qui est quand même préférable pour avancer. Mais pour se réconcilier, il faut aussi que l'autre en face accepte de se réconcilier et se remettre en question. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, pour la question des visas des universitaires, moi, je suis bien sûr totalement favorable. Même si, encore une fois, chercheur, il faut quand même avoir une accréditation, parce que sinon, tout le monde est chercheur. Je veux dire, chercheur, c'est vague. Hein. On sait pertinemment que pour des raisons qui peuvent se comprendre, mais qui parfois sont aussi un peu injustes, la France a du mal à donner des visas ponctuels à des Algériens. Parfois, c'est compréhensible dans le sens où ça peut être des jeunes qui veulent venir vivre en France pour chercher du travail, alors qu'on est quand même un pays avec 10% de chômeurs. Mais c'est aussi un petit peu injuste que parfois, c'est des familles qui veulent simplement voir leurs enfants et qui veulent rentrer en Algérie comme il se doit, parce que c'est aussi leur pays, et qu'on est parfois un petit peu tatillon là-dessus. Donc je pense que on pourrait être un peu plus équilibré et pas voir le monde en blanc et en noir. Pour ce qui est des chercheurs, je vois absolument pas pourquoi des chercheurs algériens ne pourraient pas avoir de visa à partir du moment où il y a une accréditation et un accord d'université à université. Je pense que il faut arrêter aussi d'être trop strict là-dessus.
On est tout à fait d'accord. Effectivement, les visas de chercheurs sont tout à fait louables et pertinents, et dans tous les domaines. Parce que là, c'est vrai qu'on est plutôt porté sur un travail de recherche historique, mais, euh, mais je parle sous le contrôle de certains d'entre vous. Au niveau des sciences dites dures, la physique, la chimie et toutes ces disciplines-là, on peut aussi avoir des gens en Algérie qui vont avoir besoin d'infrastructures, de moyens qui n'existent Oui, pas bien encore sûr. aujourd'hui là-bas, et pour développer et apporter énormément de choses, évidemment, à la France et au monde, hein, évidemment. Par contre, sur cette idée de visa, alors là, on rentre un peu plus dans le dur par rapport à l'Algérie d'aujourd'hui, et les visas, on critique, alors, à juste titre ou pas, j'en sais rien, enfin, c'est à chacun de se faire son opinion, la France sur la distribution des visas. Hein. Il se trouve que du côté algérien, cette distribution ou ce don des visas est aussi problématique. Tu as commencé à l'aborder. Je reviens à chaque fois 2 secondes. Je t'écoute, hein. Je reviens. Ouais, Je cherche un ouais, câble. Je vous vas-y, écoute, hein. va chercher ton câble. Donc, Excusez-moi. je sais pas si on t'excusera, mais en tout cas, tu peux aller le chercher. Maintenant, maintenant que tu es parti, de toute façon, hein, je pense que on va te laisser faire. Donc, l'idée des visas. Alors, on est tous. On est tous aujourd'hui, de près ou de loin, au courant, et on voit aujourd'hui les effets de l'immigration. Alors, je commencerai volontairement par les effets positifs de l'immigration. Il y a des choses très très bien qui viennent des migrants, des immigrés et ainsi de suite. Et puis, il y a aussi tous les aspects qu'on pourrait considérer comme négatifs de cette immigration. Les visas en Algérie et l'administration algérienne est une administration particulièrement aujourd'hui, mais ça fait un moment déjà, euh, comment dire, comment dire ça de manière policée, corrompu, on va dire ça simplement corrompu. Voilà, l'administration algérienne est très corrompue, et on sait que ceux qui arrivent à passer la frontière sont des gens qui ont payé très cher et qui n'ont d'autre moyen que de rembourser d'une certaine façon cet argent, parce que l'administration algérienne ne vit que sur la corruption. Les salaires des fonctionnaires algériens sont encore plus bas que les salaires français, en comparaison, bien sûr, hein, au niveau de vie, et ainsi de suite, évidemment. Donc, être fonctionnaire en Algérie, c'est pas forcément une situation économiquement enviable. Par contre, le pouvoir que cette situation vous donne est un pouvoir qui est enviable, parce que vous avez le tampon qui va bien pour vous aider. Donc, par rapport à la politique des visas, puisque maintenant tu es revenu, Excusez-moi. mais non, il n'y a aucun problème, il y a aucun problème. On préfère que tu aies une bonne connexion et une bonne écoute plutôt que quelque chose de haché et de hachuré. J'ai Non, mais je suis un essayé garçon de. bien élevé, c'est normal. Oui, c'est bien, c'est bien. Merci, mon petit Omar. Tu fais bien de nous faire croire que tu es bien élevé. Tu as raison. On ne te croit absolument pas, mais tu as raison de jouer ton rôle. Donc, Allez, continue. qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur cette histoire de visa par rapport à l'Algérie aujourd'hui, et même depuis 62? Moi, mon père, personnellement, est arrivé en France en 73, l'immigration était interdite. Donc, il a réussi à franchir les frontières en prenant un avion, hein, tout simplement, et en atterrissant à Orly. Donc, c'était quand même très, très compliqué pour lui de franchir la frontière, hein. Voilà, on voit un peu l'idée, quoi. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? Bah, c'est une cour d'école. Il y a un deux poids deux mesures en réalité sur la question des visas. Premièrement, de dire qu'il y a des jeunes Algériens qui viennent pas pour travailler. Il faut appeler un chat à chat, qui viennent dans une logique de survie. Et comme en France, il y a des prestations sociales qui sont importantes, et bien, s'ils ne trouvent pas de travail, ils vivront toujours mieux, entre guillemets, avec des prestations sociales, même basses, que s'ils étaient en Algérie. Où il n'y a Même si ce rien. n'est pas la majorité des jeunes, hein, encore une fois. Mais c'est un phénomène qui existe et qu'il faut pouvoir pointer du doigt de manière objective. Après, En Algérie, il faut signaler qu'il n'y a rien. Le chômage n'existe pas, les allocations familiales oui, n'existent oui, pas, toutes ces aides qu'on a en France et qu'on considère à tort et de plus en plus comme étant naturelles n'existent pas. Je t'en prie, c'est un vas-y. pays, c'est les travers d'un pays socialiste, entre guillemets, hein, ou qui se dit socialiste. Je veux dire, pas de misère, pas de chômage, pas de travail non plus. En tous les cas, certainement pas pour les jeunes de la base.
puisque les jeunes de Hydra, pour beaucoup en tous les cas, et les jeunes de la bourgeoisie algéroise, eux trouveront toujours, si vous voulez, du réseau et du piston pour pouvoir travailler. Mais c'est vrai qu'il y a toute une masse d'Algériens, si vous voulez, qui ne rêvent que de la France, entre guillemets, un peu comme une poule aux œufs d'or. Alors, comme tu me l'as dit quand on a préparé un petit peu le travail, pendant très longtemps, le rêve et l'Eldorado, c'était la France. Et de plus en plus aujourd'hui, ça n'est plus la France. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Ouais. Pour les jeunes éduqués, le Québec est devenu, si tu veux, un pays libéral à l'américaine, francophone, donc ça aide, et qui offre, d'un point de vue universitaire, d'un point de vue et en termes d'emploi, beaucoup, si tu veux, d'issues et de rêves pour les jeunes éduqués, algérois, oranais, enfin d'Algérie en général. Pour les jeunes Algériens, issus des classes populaires, qui ont quasiment tous de la famille en France, la France est plus près. On sait qu'il y a une couverture sociale importante en France. Il y a du monde pour les accueillir, voilà, effectivement. Donc c'est un autre regard, si tu veux, que le regard souvent désenchanté que peuvent avoir d'autres catégories sociales en Algérie, sur la France. Et donc on arrive sur ce pan migratoire. Alors on ne va pas rentrer plus avant dans la problématique. Tu l'as déjà abordé en ce sens que effectivement la France reste malgré tout un Eldorado pour plein de raisons. Et que le Québec est en train d'en devenir un autre. Mais cette population, cette nouvelle population algérienne qui arrive, elle est aussi marquée, manipulée entre guillemets parfois, par toutes les résurgences de l'islam. Alors, on va pas faire un cours sur l'islam et on va pas théoriser sur l'intérêt ou pas de l'islam, mais la force de l'islam dit politique, intégriste, on peut l'appeler comme on veut, malgré tout, c'est quoi en Algérie aujourd'hui? Alors, je m'étais un petit peu écorché il y a 2 ans sur France Inter avec Martine Gozlan de Marianne, qui, on va dire, fantasmait un petit peu la situation française dans les banlieues avec ce qui se passe en Algérie. Il faut quand même rappeler que l'Algérie a connu, outre la guerre d'Algérie, une grave guerre civile qui a fait beaucoup de morts et qui est d'ailleurs bien plus présente dans les mémoires que la guerre d'Algérie. Oui. Ça, il faut quand même le rappeler, parce qu'on a un peu une pression, on a un prisme, on va dire, franco-centré, ce qui peut se comprendre. Mais les Algériens ont beaucoup plus subi et souffert de cette guerre fratricide qui a été la guerre civile contre le fils, qui fait que beaucoup d'Algériens, notamment dans les jeunes générations, on va dire, ont un regard sur l'islamisme politique très négatif. Oui, il y a une résurgence de l'athéisme très fort très en Algérie, chez les jeunes, même de conversion au catholicisme, alors qui se fait de manière compliquée. Je suis moins d'accord. Tu as le droit, hein, tu peux. Merci. Merci tout à fait. Et tu peux développer. Mais en tout cas, c'est effectivement l'athéisme, en tout cas, est une vraie religion entre guillemets actuellement en Algérie. Alors, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il y a une résurgence du berbérisme, notamment chez les jeunes, centralisé en partie à la faculté de Tizi Ouzou, qui est la ville centrale, en tous les cas, avec Béjaïa dans la région, et à Alger, qui comporte aussi une grosse population d'origine kabyle. Et ces berbéristes-là, notamment dans les franges qui communiquent le plus via les réseaux sociaux, ont un rapport à l'islam qui est un rapport de conquête, en fait. Pour eux, les Arabes ont conquis, si vous voulez, les Berbères. Ils sont les dignes descendants des Berbères qui ont combattu, si vous voulez, la conquête arabe. Et donc, ils rejettent l'islam comme, si vous voulez, le fruit d'une conquête coloniale. Donc, chez ces jeunes qui bougent beaucoup, parce que la Kabylie a toujours été, et les Aurès dans un moindre niveau depuis 1963, une terre opposée au pouvoir central. Hein, bon, je ne vais pas revenir sur le FFS, sur Aït Ahmed, mais la Kabylie a toujours été, si vous voulez, un contre-pouvoir très très fort au pouvoir central algérois, pour des raisons diverses. Et en effet, il y a une critique de l'islam chez ces populations-là, même si parfois leurs parents ont vécu un islam, on va dire, plus culturel que plus cultuel, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une critique de l'islam chez ces populations-là, mais aussi chez des intellectuels laïcs qui ont pignon sur rue à Alger, même si parfois ils sont de plus en plus marginalisés par le pouvoir central. Forcément.
Donc, en fait, Par je contre, lance. Oui, vas-y, pardon. juste une petite parenthèse. Vas-y. Les catholiques ont toujours été très présents en Algérie, notamment via l'école, hein, ce qu'on appelait les pères blancs, Ouais. puisque en pleine arabisation, les enfants de dignitaires algériens mettaient leurs enfants chez les jésuites, notamment. Sûr. Donc, si vous voulez, les élites ont été très souvent formées dans les écoles françaises tenues par des prêtres catholiques. Mais toutes les tentatives, si vous voulez, depuis la Vigerie jusqu'à les années 50-60, de conversion au catholicisme sur les populations essentiellement musulmanes ont toujours échoué puisque c'était vu comme la religion de l'occupant. On retrouve cependant des évangélistes qui utilisent souvent une manière très offensive pour convertir, notamment en Kabylie. Et il y a eu en effet une répression très très forte de la part du pouvoir central sur des courants religieux qui utilisent un prosélytisme très frontal, disons. Donc, très souvent, les catholiques sont souvent des enfants d'expatriés français ou italiens, espagnols. Il y a un prisme, si vous voulez, de l'évangélisme, notamment en Kabylie, qui commence un peu à émerger, même si c'est à la marge. Mais la question du christianisme, d'une christianisation de la société algérienne est absolument caduque et fausse. Merci. Alors, ça nous emmène à ce sujet auquel je voulais faire revenir, que tu as abordé un peu précédemment, la position de l'islam et de l'antisémitisme. Alors, on sait que l'islam est pourvoyeur d'antisémitisme, alors à juste titre, à mauvais titre, j'en sais rien. Enfin, voilà, chacun fait sa tambouille avec cette religion-là, comme il a envie de le faire, croyons ou pas. Mais on a une résurgence de l'antisémitisme que tu as abordé précédemment en Algérie par rapport à ce prisme-là, qui forcément arrive aussi par capillarité logique en France. Donc on a une montée de l'antisémitisme qui vient des courants islamistes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a une solution pour éviter cet antisémitisme-là qui va... alors en Algérie, je pense qu'on peut rien faire, mais est-ce qu'en France, il y a quelque chose qu'on peut faire pour essayer de recadrer cette population? Quand je dis recadrer, c'est évidemment dans le bon sens du terme, pour essayer de l'éduquer, de lui envoyer les bons codes. Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, d'arrêter ça, quoi. Alors en Algérie, il y a deux choses qui ont marqué les populations et qui ont bien sûr été instrumentalisées. Premièrement, c'est les accords Crémieux. Ouais. Bon. Hein. Bah oui. Et deuxièmement... Est-ce que tu peux rappeler rapidement les accords Crémieux? Voilà. Ce sont des accords qui ont été institués par un homme qui s'appelait Benjamin Crémieux, de mémoire, je crois son prénom, j'ai ça de tête, qui instituait aux Israélites vivant en Algérie la citoyenneté française à partir du moment où, dans leur culte, ils abolissaient certaines données qui étaient en contradiction avec la République. Alors Crémieux était d'origine juive. Les Juifs qui avaient pour beaucoup avaient vécu comme dhimmi, en tous les cas, donc comme sujet de deuxième catégorie en Algérie, ont premièrement adhéré totalement à ce programme, à ce décret. Surtout que ce décret s'accompagnait aussi d'une scolarisation très importante des Juifs, dont beaucoup ont pu ensuite, par la suite, grimper dans la hiérarchie sociale et occuper des postes très importants, je pense notamment à la famille Al-Boukher, etc. Mais ça a été vu par les musulmans berbères, comme souvent les Juifs locaux, comme une trahison de la part de leurs frères juifs d'avoir accepté cette naturalisation de la part de l'occupant français. Seulement, la vision n'était pas toujours vécue de la même manière chez les Juifs. Alors, juste pour toi, parce que voilà, Crémieux, son petit nom. C'est Alphonse Adolphe. Adolphe, oui. Je me rappelle du nom. Il y a Benjamin Crémieux, j'avais zappé. Comme quoi, on n'en sort jamais. En plus. On n'en sort jamais, quoi. On n'en sort jamais. Donc j'ai eu un trou de mémoire. Il n'y a aucun problème. Il y a un deuxième point aussi que j'aimerais soulever. Oui, bah oui, vas-y, au contraire. C'est l'antisionisme viscéral de la part d'Algérie, qui a toujours voulu, pour des raisons philosophiques, comparer la question des Juifs en Palestine avec la question des Pieds Noirs en Algérie. Et donc, on l'a vu avec le problème avec Enrico Macias, avec d'autres Juifs qui
qui avait ouvertement appelé à la fois leur attachement à l'Algérie, mais aussi leur attachement à Israël. Une critique viscérale de la part d'Algérie, et notamment un refus de pouvoir se faire enterrer sur place. Donc, la critique très importante de la politique israélienne et de l'existence d'Israël de la part d'Algérie a pu aussi faire ressurgir chez certains pans de la société un antisémitisme qui était issu de d'autres ramifications au départ. J'aurais, alors avant de parler avec tous et d'ouvrir le débat, j'aurais 2 points, sur lesquels j'aimerais, revenir rapidement. Tu as parlé du berbérisme et des berbères, en Algérie, donc je vais pas rappeler l'histoire, et donc les conquêtes arabes et la population, autochtone berbère. Aujourd'hui, mais comme depuis, et tu l'as dit, depuis 62 et même avant, l'identité berbère, alors qu'elle soit kabyle, qu'elle soit chouïa, et ainsi de suite, ou même touareg, est très forte. Alors aujourd'hui en Algérie, comment ça se vit? Est-ce que bah, pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, mais depuis un moment, est-ce que tu sens une possibilité positive ou négative, hein, mais de séparatisme réel, où on reste dans cette idée d'un pays avec des frontières tracées à la règle sur une carte par des Français à Paris, ou est-ce qu'il va se passer quelque chose, ou est-ce que tu sens une montée de quelque chose ou pas? Que certains veuillent que la Kabylie soit séparée de l'Algérie, C'est factuel. c'est une chose. Oui. On va même plus clair, en Kabylie comme à l'extérieur. Mmh. Hein, il y a des tas de personnes qui aimeraient, on va dire, refaire le tracé de l'Afrique du Nord, Mmh. pour des raisons X ou Y. On sait que Bernard-Henri Lévy, par exemple, qui est un grand spécialiste des séparations, se faisait photographier il y a encore quelques années avec des séparatistes berbères. Non, mais il y a un moment, il faut le dire, ces gens-là ont un poids quand même, on l'a vu avec la Libye. Bien C'est des sûr. courants d'idées qui sont désastreux, qui sont apocalyptiques, si on veut, mais ce sont des gens qui existent et qui peuvent faire une pression. Ah bah, Bernard-Henri Alors, Lévy, au niveau des dégâts, on est d'accord. mais Il ces a du gens-là passif. existent et il faut le dire. C'est pas Bien seulement sûr. un problème, si vous voulez, intra-berbère, intra-kabyle. Mmh. Deuxièmement, beaucoup de Kabyles ont beau jeu de critiquer l'État central algérien, mais il faut quand même rappeler que en 54 à 62, les maquis, on va dire, les plus vigoureux contre l'armée française étaient souvent des maquis kabyles dans les Aurès. Beaucoup de Kabyles avaient servi dans la grande armée de Delattre, il faut quand même le rappeler, hein, Deilès, Belkacem, etc. Tous ces gens-là ont une tradition martiale très importante et de longue date. Et ces gens-là ont donc progressivement noyauté l'armée comme la police. C'est-à-dire que dans les cadres de l'armée, encore aujourd'hui, et dans la police, les Kabyles sont représentés. Donc on ne peut pas dire non plus que les Kabyles ont été totalement oubliés en tant que corps, ethnique par l'État central. Après, qu'il y a une idéologie arabe qui s'accompagnait de la prise de pouvoir de Boumedienne et de Ben Bella, qui ont totalement ostracisé d'autres cultures qui étaient là bien avant, qui est la culture berbère, c'est un fait, ça c'est indéniable. Que la Kabylie, qui est une région montagneuse, est restée assez pauvre et assez précaire, ce qui explique le nombre très important de Kabyles dans l'immigration française, c'est aussi un fait. Mais beaucoup de Kabyles ont réussi, avec l'avènement de l'État FLN, à gravir aussi les échelons. Tout à fait d'accord. Donc je vais même pas aller, voilà, on va pas développer. C'est pour moi en tout cas, voilà, on est d'accord. Pour moi, c'est limpide. On verra avec les réactions après. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était le poids aujourd'hui de cette immigration, de cette population. Alors, franco-algérienne ou issue française aujourd'hui, mais issue d'une immigration algérienne, enfin il n'y a pas de mais, issue d'une immigration algérienne, dans l'extrême gauche française. Et quand je dis extrême gauche, j'inclus la France insoumise. Alors après, on peut toujours discuter sur la présence de la France insoumise dans l'extrême gauche, mais en tout cas, dans cette gauche-là, le poids de cette immigration-là. Alors, elle est
on est sur l'Algérie, on parle principalement de l'Algérie, mais plus largement du Maghreb, dans les décisions et les prises de position actuelles. Et on l'a encore vu toute la semaine avec Mélenchon et ses interventions sur ce sujet prégnant. Donc, d'après toi, quelle est l'idée, l'ambition, le but, l'idéologie? Qu'est-ce qui se décline là-dedans? Enfin, si tu as une idée, après, en tant que Oui, non, mais obligé non des plus. idées, oui, que l'extrême gauche Après, ça peut est être en tant que tentée. citoyen. Oui, mais en tant que citoyen, probablement l'extrême gauche n'est pas liée, on va dire, à la population musulmane au départ. Elle est même plutôt liée à la communauté ashkénaze. Hein, la dernière tête pensante, en tous les cas, était Ben Saïd, qui n'est pas ashkénaze en tant que tel, mais qui est plutôt issu des communautés juives. Donc, au départ, si vous voulez, l'histoire d'extrême gauche en France n'est pas liée, si vous voulez, à la population arabo-musulmane. Mais par contre, notamment après 68, que l'extrême gauche soit détournée, on va dire, des ouvriers blancs, notamment qui étaient issus de la CGT, pour coopter les nouveaux damnés de la terre, qui étaient les immigrés, notamment issus de l'Algérie, c'est un fait. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde le dit, tout le monde le voit, il n'y a pas besoin de recourir. C'est pas un concept extraordinaire, ce que je viens de dire. Il y a eu une tentative de la part de Besancenot, notamment lorsqu'il a créé le NPA, de faire venir à la fois des jeunes de banlieue, alors notamment c'est souvent les grands frères, hein, ceux qui s'intéressent à la politique, et puis d'autres chapelles d'extrême gauche, notamment qui étaient venues du féminisme. Et ils se sont aperçus rapidement, quand il y avait des universités d'été, qu'en fait, globalement, ils étaient d'accord sur rien. Que ce soit sur la place de la femme, sur la place de la religion, sur des tas de choses qui, en dehors des questionnements économiques, sont quand même fondamentales dans l'extrême gauche, puisque le sociétal a toujours été très, très important dans ces chapelles-là. Ils étaient d'accord sur rien. Je veux dire, donc, bon. Et on voit très bien qu'à chaque fois qu'on a coopté, et on voit très bien qu'à chaque fois que l'extrême gauche a coopté des structures comme Ni Pute Ni Soumise et d'autres, pour parler au nom des banlieues, Nuit debout. Eh ben, il n'en venait pas, en fait. Il n'en venait pas. Les gilets jaunes, ainsi de suite, bien sûr. Oui. Il n'en venait pas. C'est-à-dire que c'est un peu là où je voulais en venir, et je pense qu'on va ouvrir le débat, peut-être on ouvrira le débat là-dessus, j'imagine, mais effectivement, cette extrême gauche qui se revendique donc proche des populations immigrées et qui effectivement n'a rien en commun avec politiquement avec eux, mais on pourra toujours en parler. Mais vas-y. Mais par contre, comme ils ont des réponses faciles à apporter à des populations qui sont souvent perturbées d'un point de vue culturel, économique. Oui, toujours plus d'État, d'aide de l'État. La haine de la France, la haine du beauf de Cabu, qui était en fait l'ouvrier qui vivait à côté de chez soi. Toutes ces choses-là qui sont apparues dans les années 70-80, notamment avec Charlie Hebdo. Ce discours-là, qui a irrigué, on va dire, une bonne partie de l'extrême gauche via les éducateurs, via une partie de l'éducation nationale, a fait beaucoup de mal dans l'acceptation pour beaucoup de jeunes franco-algériens d'être français en France. Et qu'on pointe souvent du doigt Le Pen, père et le Front National, parfois à raison d'ailleurs, mais qu'il ne faut pas non plus oublier toute la destruction qui a été effectuée par une partie de ces courants d'idées dans les années 70-80 et jusqu'à aujourd'hui encore. Et donc, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et ça sera le dernier point que je voudrais soulever, en tout cas dans notre dialogue, après en communauté, on essaiera d'aller encore plus loin, mais c'est toute cette omniprésence de l'Algérie. Alors, les drapeaux algériens dans la manifestation contre le fait de dire chocolatine, plutôt que pain au chocolat. Enfin, on a le drapeau algérien dans toutes les manifestations. On a le 1, 2, 3 Algérie qui a été crié, beuglé de partout, tout le temps pendant la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde. Donc, on a une population qui est française, clairement, et de fait, et de papier, et de sang même, et puis qui se réclame et se défend d'un pays avec cette haine, parce qu'on peut employer ce terme-là, de la France. Comment est-ce que, en plus de tout ce que tu as déjà dit, hein, qui nourrit cette idée-là, mais comment est-ce qu'on peut considérer que des Français, puisqu'ils sont français, hein, je le répète, détestent à ce point leur pays et en aiment un autre qu'ils connaissent peu ou pas, et qu'ils défendent
idéologiquement et intellectuellement, mais sûrement pas dans les faits, et tu vas nous en parler, j'imagine. Mais c'est quoi l'idée, c'est quoi le but, c'est quoi le projet, c'est quoi? Ce sont des jeunes qui sont issus de plusieurs faits de société, entre guillemets, dévastatrices. La société de consommation, on consomme du drapeau, hein, on est dans le consumérisme et plus du tout dans l'action civique de tous les jours. Ce sont des jeunes qui sont souvent des schizophrènes, entre guillemets, c'est-à-dire quand ils sont en Algérie, on dit qu'ils sont français, quand ils sont en France, il ne faut pas non plus nier que pendant très longtemps, on les considérait comme des Arabes. Deuxièmement, tout l'appareillage républicain qui a permis, même si, encore une fois, l'histoire des migrations n'est pas aussi idyllique qu'on le dit aujourd'hui, mais a permis quand même à des petits Italiens, des petits Polonais, des petits Espagnols de pouvoir devenir français. Tout cet appareillage-là a disparu, notamment à l'école, que le service militaire ne permet plus, aujourd'hui, non plus d'être français, que ces jeunes-là ont été élevés aussi dans une culture où l'orgueil national est très, voire trop fort, qu'en Algérie, on n'a aucun problème à sortir avec un drapeau algérien, alors qu'en France, c'est devenu compliqué depuis encore il y a pas mal de temps. On est traité de frontiste dès qu'on a un drapeau français à la fenêtre, parce que c'est pas non plus notre culture, c'est vrai, mais c'est vrai, par mimétisme, ça posait quand même problème. C'est-à-dire qu'on s'apercevait qu'il y avait des jeunes Français, des jeunes Blancs, qui en fait n'avaient pas le même chauvinisme que les petits Algériens qui vivaient à côté. Et donc ça perturbait quand même, parce que de voir que des jeunes Français n'avaient pas la même conception du patriotisme que les jeunes franco-maghrébins, ça pose quand même petit problème. On nous a fait tout un foin sur la France black blanc beurre en 98, mais en réalité, la majorité des gens qui se sont retrouvés en 98, parfois avec des drapeaux algériens aux Champs-Élysées, et beaucoup, et je peux parler en tant que témoin, beaucoup de ces jeunes-là n'étaient pas du tout pour la France dès le départ et même à la fin. Donc on crée des mythologies qui ne correspondent même pas en fait au réel. Donc tout cela aussi pose problème. Alors la France a honte de ses symboles pour beaucoup, sauf quand il y a un commandant de marine qui meurt au Mali. Deuxièmement, on a une élite qui est de moins en moins patriote dans ses choix diplomatiques sur la question européenne. Donc ça veut dire que les gens qui sont censés aussi nous donner exemple ne le font pas du tout. Donc c'est difficile, si vous voulez, pour des jeunes qui ont été élevés dans une histoire officielle qui aime se montrer à la méditerranéenne, avec les drapeaux, de se sentir français dans un pays qui aussi lui-même a un problème avec sa propre histoire, son propre passé, et avec sa propre identité. Et ça, je pense que ça fait aussi beaucoup de mal. Ah bah ça fait forcément du mal et à eux et alors à nous les descendants directs d'immigrés un peu plus âgés, et ça fait du mal à ce qu'on appelle les Français de souche, avec toutes les guillemets qui vont autour. C'est-à-dire que on a une population de jeunes qui effectivement crache sur la France, déteste la France, honnie la France. Vas-y. Après, il y a aussi le fait que les Français se sont laissés faire pendant longtemps, et en étant injustes parfois même. Mais on a aussi créé une conception du citoyen qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais peu dans la vie de tous les jours. On est dans une société de plus en plus individualiste, et dans les populations où la communauté est importante, dans la vie de tous les jours, dans la vie en société, ça crée aussi des clivages. Et le problème du patriotisme, c'est pas seulement une question de gauche. Hein, mais quand on voit Nicolas Sarkozy, par exemple, qui a lancé un débat sur l'identité nationale, mais qui avait été jusqu'à s'agenouiller en tant que ministre de l'Intérieur auprès de l'ambassadeur américain lors de la guerre en Irak, ça pose quand même problème sur nos élites. Ça, le problème de nos élites, je pense que c'est un sujet récurrent à l'ANAR et récurrent tout court, et un sujet sur lequel on reviendra toi et moi sur la fuite des cerveaux et sur plein de choses. Donc bon, je t'écoute, vas-y. Encore une fois, les arguments que je donne sont des arguments parmi d'autres qui sont plausibles. Hein, oui, bien sûr. Je pense que la question de l'immigration et de l'histoire de l'immigration est une question riche qui touche beaucoup de Français, qui a été souvent caricaturée et encore aujourd'hui, et qui ne permet pas non plus, si vous voulez, d'avoir une vision globale sur le problème des Franco-Algériens. Donc encore une fois, le rapport Stora, qui, on l'a vu très bien au long de cette discussion, dépasse très largement une question qui en réalité ne touche qu'une poignée de personnes des deux côtés. C'est une question qui pose sur la France d'aujourd'hui et sur la France de demain, d'une certaine manière.
C'est ça, c'est pour ça que je voulais qu'on aille un peu plus loin que la guerre d'Algérie, un peu plus loin que 62 et qu'on aille un peu plus loin parce qu'effectivement, le problème soulevé par ce rapport, c'est la place des Français d'origine algérienne, des Franco-algériens, des Algériens en France. Et donc, ça représente un certain nombre de personnes, beaucoup, de plus en plus. Et ce sujet-là est un sujet qui va être de plus en plus, alors soit clivant, soit positif, selon ce qu'on en fera, tous. Et surtout au niveau politique, parce qu'effectivement, nous, on peut en discuter longtemps tous ensemble, mais au niveau décisionnel et au niveau des vraies mesures à prendre, bon, bah, il va falloir qu'à un moment ou un autre, il se passe des choses. Voilà, est-ce que tu Oui, as... je pense qu'on peut, Voilà. en remerciant très vivement Omar et Cyril pour ce débat, je pense qu'on peut justement ouvrir la discussion beaucoup plus largement à partir de ce qu'ils ont dit. Je voudrais faire une remarque introductive en revenant sur le rapport Stora et en vous écoutant. Vous savez, Pierre Nora a dit dans un texte fameux que l'histoire et la mémoire, c'était pas du tout la même chose. Que la mémoire était subjective, que quand elle était collective, elle sacralisait les objets de mémoire, et c'est tout à fait normal, et on le voit dans bien des domaines, alors que l'histoire, elle est prosaïque. L'historien, il ouvre les archives, il raconte ce qui s'est passé, et en général, ça fait plaisir à personne quand c'est un bon historien, parce que justement, il soulève les questions douloureuses, il montre que derrière les légendes ou l'histoire telle qu'on la raconte entre soi, eh bien, il y a autre chose. Donc, quand vous avez parlé du rapport Stora, tout le temps, on passait de la mémoire à l'histoire. Et dans les préconisations que vous avez citées, c'est la même chose. Il y a du mémoriel, on met du mémoriel, Abdelkader, commémoration de tel et tel événement, mais le mémoriel, il est irréconciliable pour les descendants de ceux qui se sont affrontés. Bon, c'est pas la même mémoire et ça ne sera jamais la même mémoire. Donc, on va tourner en rond. En réveillant, au lieu d'apaiser, on va réveiller. En ce moment, personne en France ne pense à Abdelkader. Si on érige une statue, ça va réveiller des choses dans des mémoires plus ou moins conscientes de la réalité historique. Et voilà, et ça sera reparti comme dans d'autres domaines. Au contraire, le travail des historiens, justement, qui ont une méthode de travail, qui peuvent se confronter sur des archives, etc., est certainement beaucoup plus positive qu'on aille voir les archives algériennes, que les Algériens viennent voir les archives françaises. Ça, effectivement, du travail qui se fait qui se fait toujours après toutes les guerres, d'ailleurs. Hein. Une fois levés les secrets, les historiens, même pour la guerre froide, on enlève les conditions, on peut travailler et découvrir une histoire quelque peu différente de celle qui a été vécue par les acteurs et les témoins. Mais donc il y a effectivement des côtés positifs, et puis il y a ce côté mémoriel où on veut effectivement concilier ce qui est inconciliable. Voilà, bon, donc c'est la réflexion que je me faisais. Maintenant, je laisse la parole. Ce qui me frappe aussi, parce que comme je suis très vieux, j'ai été témoin de la guerre d'Algérie, un tout petit peu acteur, comme d'autres ici, ont fait leurs premières armes militantes à ce moment-là. Mais bon, les protagonistes, les grands protagonistes sont morts. C'est l'affaire des enfants
Et encore, je dirais que pour ce qui concerne les pieds noirs, il n'y a pas eu de culture du ressentiment, sauf dans les familles, mais elle ne s'est jamais vraiment politisée, sauf peut-être dans le vote Front National. Mais maintenant, c'est fini, parce que même les enfants qui sont partis d'Algérie, ils sont eux aussi très vieux, n'est-ce pas? Donc, même dans les petits-enfants, en fait. Oui, mais est-ce que vraiment la mémoire... Plus du tout. Eh bien, plus du tout. Non, mais c'est normal. Regardez la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale en France, la mémoire de l'Union soviétique en Russie, en Asie centrale, ce sont des mémoires qui s'effacent. C'est maintenant l'affaire des historiens, justement, mais les petits-enfants de ceux qui ont vécu tous ces événements, ils ne le connaissent qu'historiquement, quand l'histoire est bien enseignée. Je suis plus partagé là-dessus. Enfin, à mon avis, il y a quelque chose d'un peu artificiel dans ce qui se passe en ce moment, où c'est une affaire de petits-enfants et de moins en moins une affaire d'enfants, et en tout cas plus du tout, ou presque plus, une affaire de témoins et d'acteurs des événements, pour ce qui concerne la guerre d'Algérie. Mais Cyril dit qu'il n'est pas d'accord, donc... Non, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que tu retrouves quand même des relents chez Robert Ménard, sur Perpignan, oui. Point de vue électoral dans le Sud. Ça veut dire que même si on n'est plus du tout dans la transposition guerre d'Algérie, on retrouve quand même des relents à travers la critique de l'islam et souvent de l'immigration maghrébine chez une partie de la droite du Sud qui reste quand même assez important. On a vu comme le débat sur les points positifs de la colonisation, quels sont les députés qui sont montés au créneau. C'est quand même souvent des députés de la droite du Sud où il y avait une population pied noire assez importante et dont une partie de la mémoire s'est quand même transposée chez les enfants. C'est-à-dire quand tu vois des gens comme Ciotti, comme je parle de Ménard, comme Alliot, c'est pas anodin s'ils ont réussi, si tu veux, à faire des grosses percées dans le Sud. C'est quand même une extrême droite qui est beaucoup plus identitaire qu'on peut retrouver dans le Nord, et que les relents électoraux, excusez-moi, il me semblait que j'avais un doute, sont quand même actifs et activables. Est-ce que c'est pas en train de mourir, ça? Quand tu vois les élections municipales, tu peux te poser des questions. Il n'y a pas que... Ah non, mais je pose la question. Il y avait Jean-Marie qui voulait prendre la parole. Pardon, Jean-Marie, excuse-moi. Voilà, non, il n'y a pas de souci. Oui. Oui, Jean-Marie. Je voulais dire d'abord, Alain Art, on connaît pas personnellement, mais Stora est quelqu'un qu'on a un peu suivi, puisqu'on avait, dans Royaliste, fait 2 articles, l'un sur ce livre, que personnellement je trouve remarquable, c'est Les clés retrouvées sur la communauté juive d'Algérie, qui était un très beau livre, et l'exposition qu'il avait fait à l'Institut d'histoire du judaïsme sur l'histoire des juifs en Algérie, qui était tout à fait remarquable. Et puis on avait parlé aussi de son livre qu'il avait publié sur son itinéraire intellectuel, comment il était passé à l'extrême gauche, et le désir d'universalisme, de sortir d'une communauté pour avoir un combat plus universaliste, qui était fort intéressant. Moi, j'avoue qu'effectivement, j'ai un peu envie de le dire, et on peut en discuter, que la montagne a touché d'une souris. Il y a plein de bons sentiments, mais j'ai envie de dire que les bons sentiments, on commence à y en avoir marre. Ça fait 30 ans qu'on nous fait de la guimauve, et ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Je suis un peu énervé, il se trouve que je suis aussi professeur d'histoire-géographie dans le secondaire. Je commence à en avoir marre des admonestations. Vous devriez enseigner davantage, etc. Bon, j'ai un peu une formule, faites des choix, soyez synthétiques, mais surtout n'oubliez rien. Et donc, il faudrait effectivement, comme l'a dit Cyril Garcia, il faudrait qu'on enseigne la guerre d'Algérie tout le temps. En plus, la colonisation, c'est pas que l'Algérie. Et en plus, on ne voit jamais, effectivement, très peu les barbaresques, c'est une histoire qu'on n'évoque pas. Il faudrait remonter, expliquer beaucoup plus. Mais de toute façon, on n'a pas le temps. Il faut bien comprendre ça. Et qui plus est, il ne faut jamais oublier qu'on est aussi prof de géographie. Donc même si les 2 matières peuvent se recouper, c'est pas complètement la même chose. Et puis il y a l'éducation civique, le MC, il y a plein de choses qui se rajoutent. Jamais oublier que nous sommes morales. Voilà. Je dirais que effectivement,
il y a quand même un point qu'il faut rappeler. Pour se réconcilier, il faut être deux, vous l'avez dit très justement. Et le travail historique aujourd'hui, il y a beaucoup de choses faites du côté de la France. Il y en a un petit peu aussi, il y en a un petit peu, je suis dur. Il y en a également fait du côté algérien, mais les historiens algériens travaillent aussi beaucoup parce que on leur ouvre les archives françaises. Donc la France joue un rôle déjà important dans le travail. Et je dirais globalement, il est temps que l'État algérien prenne ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir les archives algériennes. Il y avait eu, on s'est souvent moqué de lui, mais en 2012, il y avait eu un voyage de François Hollande à Alger, et il avait pris la parole devant le Parlement algérien. Et il avait fait un discours, on a souvent jugé un peu méchamment, mais qui n'était pas idiot quand même. Et justement, il avait mis l'État algérien dans ses responsabilités. Alors écoutez, il faut qu'on s'excuse, paraît-il, en gros, très bien, commençons déjà par voir ce qu'il en est. Et pour qu'on voit ce qui s'est passé, il faut que l'État algérien fasse son boulot et qu'il ouvre ses archives. Alors, ça a été dit, bien sûr, on était un peu plus diplomatique que les miens, mais je crois que là-dessus, on n'a pas assez avancé et qu'on peut faire des jours pour un tel et des jours pour machin, pour des jours pour truc. Effectivement, ça n'a aucun sens. Les 3 dates qui sont données, c'est vraiment, on veut réconcilier l'inconciliable, ça n'a aucun sens. D'accord. Les noms de rues, oui, pourquoi pas. De toute façon, il y a bien les rues de Stalingrad, pourquoi pas une rue de, je sais pas moi, de Palestro. Donc il y en a d'ailleurs une, il y en a une à Paris. Une rue de Palestro. Je crois qu'il y a effectivement, il y a cet aspect que peut-être on a que Cyril Garcia évoque un tout petit peu, mais qui me paraît très important, qui est un peu absent, c'est quand même la guerre civile algérienne. Mais la première guerre civile algérienne, si je veux dire, c'est-à-dire l'élimination du MNA par le FLN et d'une organisation indépendantiste très quand même marquée par l'islam, face à un MNA, me semble-t-il, mais là je ne suis pas spécialiste et je reste non plus d'ailleurs, mais j'ai un petit peu travaillé comme tous les profs d'histoire, un MENA qui me paraissait plus laïque. J'ai bien qui me paraissait, je peux me tromper. J'ai toujours trouvé extraordinaire que Messalia, qui était beaucoup plus de toute façon. Qui avait été quand même une des grandes figures de l'indépendantisme, fini en France, et soit mort en France en 1975, considéré comme un traître par l'État algérien. Là, je crois qu'il y a quand même de grâce que l'État algérien arrête de nous donner de sous. Et je pense que les grâces qu'on fait, et les sourires et les courbettes, j'avoue que personnellement, j'en ai de plus en plus ras-le-bol. Et puis, pardon, je suis un peu désordonné. Au contraire. On n'a pas été forcément super ordonné non plus, donc. Alors là où je ne suis pas d'accord avec Bertrand, je me permets de lui dire. Oui, mais tu peux. Sur cette grande figure qui est Abdelkader, qui est aussi un grand Français. N'oublions pas qu'il y a à côté du musée d'Orsay un petit musée sympathique qui s'appelle le musée de la Légion d'honneur, et qu'un des premiers souscripteurs du musée de la Légion d'honneur, c'est Abdelkader. Et qu'un homme qui a été battu par la France soit capable de rendre hommage à ses adversaires, c'est quand même quelque chose de, entre guillemets, suffisamment rare pour être souligné. Je tiens à préciser tout de suite que je ne m'en suis pas pris à Abdelkader. J'ai simplement dit, si on érige une statue à la mémoire d'Abdelkader, on réveille effectivement, voilà. Est-ce qu'il faut le faire Je sais pas. J'ai pris Abdelkader, mais ça aurait pu être un autre. Parce que c'était Abdelkader qui était cité par le rapport Stora. Oui, c'est ça. C'était le sujet. Effectivement. Personnellement, je n'ai rien contre. Je m'interroge sur ce genre de. Là, c'est la mémoire, des mémoires qu'on va réveiller, qui ne sont pas, qui sont souvent incompatibles. Bon, mais Abdelkader, non, mais on a écrit d'ailleurs dans Royalis, je crois, 1 ou 2 articles sur Abdelkader, évoquant, oui, le grand personnage qu'il avait été. Tout à fait. Et je terminerai, pardonnez-moi d'être aussi long. Un regret quand même de forme sur le travail qui a été fait. On a confié à Benjamin Stora ce travail. Il y a quand même beaucoup d'historiens et de jeunes historiens qui travaillent sur le sujet. Je pense à quelqu'un comme Raphaël Branche, par exemple, qui est une jeune femme extrêmement intéressante
qui travaille à l'heure actuelle, qui a publié un livre tout récemment sur la mémoire des familles de ceux qui sont partis, les familles de conscrits, qui aussi ont une mémoire particulière, bien sûr, qui ont été concernés par cette guerre, qui a aussi beaucoup travaillé sur la réécriture, le nouveau regard qu'on peut jeter sur des événements. Elle a fait un livre très intéressant sur Palestro, par exemple, sur les fameux événements de Palestro. Il y a Guy Pervier. On aurait peut-être pu faire quelque chose de plus collectif. C'est exactement l'idée que je me faisais du principe. Pour ça, parler de rapport Stora, j'ai insisté dessus parce que c'est le rapport d'un homme, d'une vision, d'une étude, alors qu'il y a énormément d'historiens avec qui on peut être en désaccord, et à la limite, c'est même pas le propos, mais un travail collégial, et même avec des historiens algériens, aurait pu être beaucoup plus riche et beaucoup plus fort au niveau de ses préconisations. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait. D'autant que Stora avait déjà un petit peu l'habitude de travailler avec des historiens algériens. Il a publié des livres comme ça. Il y avait là quelque chose, et je trouve finalement qu'il y a quelque chose d'un peu frustrant et d'un peu, entre guillemets, politique. Ah bah de rater, en fait, pour moi, c'est raté parce que, et comme vous le disiez dans le début de votre intervention, on a accouché d'une souris, alors que le principe de mettre un maximum de personnes compétentes sur le sujet aurait été beaucoup plus fort et beaucoup plus porteur, selon moi. Enfin voilà. Allez, vas-y Louis. Oui, c'est pour le prolongement justement de cette idée d'avoir... au lieu de mettre une seule personne comme Benjamin Stora sur cette question-là, il aurait fallu réunir effectivement et des historiens algériens et des historiens français, bons connaisseurs du sujet. Alors, moi, la question était à Cyril et à Omar aussi. Est-ce qu'il y a effectivement en Algérie une école ou même des groupes ou une petite ou grande communauté d'historiens ou d'intellectuels qui seraient prêts à adopter cette démarche, enfin, qui ont le bagage nécessaire, les compétences, etc. Ouais. Oui, alors il y a quelques jours, il y a un appel des historiens algériens, un appel officiel qui a été lancé pour ouvrir les archives en Algérie. C'est tout récent. Hein. Après, le problème... Ça a 2 jours. Ça a 2 jours. Ça a 2 jours, mais encore une fois, si je suis d'accord avec ce que dit Jean-Marie, je pense que ça va coucher une souris. Mais si ça peut ouvrir les consciences chez les universitaires algériens qu'il y a un travail à faire, eh bien, c'est déjà un bon pas sur la question franco-algérienne. Par contre... pardon, excuse-moi, vas-y. Encore une fois, tant que la génération de Tebboune est un des derniers d'ailleurs en Algérie, Moudjahidine, encore vivant, et il est au pouvoir, ce n'est pas pour rien, tant qu'ils seront là, il y aura des blocages. Ah. C'est là où je voulais en venir, c'est que le pouvoir algérien actuel étant ce qu'il est, sous l'égide de Tebboune, on risque d'avoir une difficulté à ouvrir ces archives, en sachant que en plus ce pouvoir est absolument pas légitime ni légitimé par le peuple. Il a été, alors je ne sais pas si vous vous souvenez des heurts qu'il y a eu l'année dernière ou il y a 2 ans, où le pays a été complètement arrêté parce qu'on ne voulait plus de Bouteflika, on ne voulait plus de la junte de Bouteflika. Quand je dis junte, du groupe enfin ancien FLN, enfin Résurgence et FLN, de gens qui voulaient faire croire qu'ils avaient participé à la guerre d'Algérie, alors que bon, on sait qu'ils n'y étaient pas et que pour certains, ils n'étaient même pas nés. Mais bon, en tout cas, effectivement, la faiblesse du pouvoir actuel, c'est un des points qu'on aurait pu traiter, mais la faiblesse du pouvoir actuel fait que je ne sais pas si on va les ouvrir, ces archives, parce que ça va de toute façon être critiqué et critiquable si on les ouvre. Donc, vas-y Cyril, pardon. Ça sera avec le temps. Je veux dire, voilà. Il y a un moment, tout s'ouvre, entre guillemets. Je veux dire, là, les Algériens, en dehors de la question du Covid, etc., les Algériens sont dans une crise économique de plus en plus importante, crise institutionnelle. Il n'y a pas d'opposition stable, ça aussi, il faut le dire. Hein. Oui. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances pour que Tebboune réagite un tout petit peu, comme ça va très bien le faire Bouteflika, le petit torchon mémoriel pour essayer de constituer un semblant de corps social contre la France afin de masquer la politique catastrophique d'Alger. Bon, bah voilà, je veux dire, c'est des grosses ficelles, ça marche de moins en moins, à part chez les schizophrènes qui sont ici en France, enfin chez certains tout du moins. Je pense, Loïc, pour répondre, que ça va s'ouvrir.
pour compléter cette idée, à la base, au point de départ, le rapport Stora devait se faire conjointement avec Abdelmajid Chiki, qui est le directeur des archives algériennes, et que comme souvent dans ces cas-là, il y a un des deux côtés qui n'a pas fait son travail, et je ne pourrais pas dire que c'est Benjamin Stora qui n'a pas fait le sien. Voilà. Les archives, le directeur des archives algériennes a quand même pas mal fait de la rétention, pour ne pas dire de l'obstruction, pour cacher des choses, sans qu'on comprenne en fait réellement pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, comme le disait Bertrand, les acteurs de cette guerre ne risquent plus grand-chose en fait. Autant essayer d'ouvrir les choses. Vas-y, Cyril, tu voulais dire. À la décharge d'un pays aussi jeune que l'Algérie, il a fallu attendre quand même très longtemps avant qu'on reconnaisse l'action des tirailleurs de manière officielle, avec la question des pensions, qu'on reconnaisse certains événements de la guerre d'Algérie. Donc, c'est un pays jeune, avec une caste qui est illégitime, mais qui tire sur sa légitimité de cette guerre. Laissons le temps à ces gens, si vous voulez, d'ouvrir leur manne. Chez nous aussi, ça a été long pour reconnaître certaines périodes. On a bien vu que, par exemple, le procès Bousquet, c'est les années 80. C'est 35 ans après 1945. Donc, ça prend du temps. Voilà. La seule chose, moi, ce qui m'intéresse dans ce rapport, c'est quels impacts ça peut avoir sur le corps social français, de voir ce qui va en être tiré, de voir est-ce que certains corps vont utiliser cette mémoire à des fins en période de Covid, de jouer sur les paniques identitaires. On voit cette semaine d'ailleurs la question de Pulvar, qui n'est peut-être pas parallèle à la guerre d'Algérie, mais on voit que les cartes identitaires en France, à gauche comme à droite, commencent un petit peu à être agités, et c'est ça qui peut m'inquiéter un petit peu. L'Algérie, ils feront ce qu'ils feront au moment où ils le feront. Ils ont d'autres problèmes aussi à gérer. Ils en ont beaucoup plus grave que nous. Oui. Mais soyons patients sur l'État qui sont les jeunes. Oui. Loïc, tu voulais ajouter quelque chose ou je passe la parole à François? Tu me dis. Je passe la parole à François. Très bien. Oui. Maître François. Vas-y, François. Ouvrir le micro, François. Voilà, super. Merci. Enfin, on tient compte de la population, du peuple. Alors, pas trop longtemps, hein, quand même, parce qu'on va pas tenir compte. Bah non, faut pas pousser non plus, hein, n'exagérons pas. Je t'en prie. Non, c'était bon. Je vais faire quelques commentaires et puis avoir votre point de vue sur mes commentaires, savoir si j'ai bien compris. Moi, la guerre d'Algérie, je ne connais pas. Pendant la guerre d'Algérie, mon père, qui pourtant était militaire, était à Madagascar, si on était le plus loin possible. Donc, c'est quelque chose que j'ai connu strictement en France, une fois rentré. Mais quand même, alors ce qui m'a, dans ce que vous dites, ce qui m'a vraiment marqué, et ce que dit un peu Loïc, c'est que, en fait, on devait savoir que ce rapport n'aurait pas d'impact sur l'Algérie. On a fait un rapport, c'est un peu comme si on avait demandé à Ho Chi Minh d'accepter un rapport sur les problèmes de la guerre d'Indochine, ou à l'Union soviétique de regarder avec objectivité ce qui s'est passé contre les nazis. Je veux dire, tant que cette guerre sert de point de référence ou de point de paravent à un État, c'est complètement illusoire de vouloir lui demander de donner une opinion. Donc ça aurait dû être fait strictement, comme a dit Cyril Garcia, pour nous en France, pour résoudre nos propres problèmes, parce qu'on en a à l'intérieur de la communauté française sur la guerre d'Algérie. Alors, les problèmes de repentance, c'est vrai. Il y a aussi un truc qui m'a toujours un peu étonné, ça, là je vous pose un peu la question, c'est que la guerre d'Algérie la guerre d'Algérie, c'est la fin d'une colonisation. Cette colonisation n'est pas tombée du ciel. C'est pas tout d'un coup un méchant pays qui a décidé d'attaquer un gentil pays. Vous avez signalé, les pirates algérois, pendant des siècles, ont été une plaie effroyable dans toute la Méditerranée occidentale. Donc il y a une histoire très longue dans laquelle tout le monde devrait se repentir en permanence. Et si on coupe effectivement à un moment particulier, on tombe sur le gentil et le méchant.
si on regarde l'histoire, on s'aperçoit que c'est une dichotomie qui n'a aucun sens. Mais bon, là, enfin, vous m'avez assez convaincu. Alors c'est pour ça, là, Abdelkader, moi je veux bien, mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec Bertrand. C'est pas le personnage, c'est le fait de remettre en évidence des points particuliers dans un continuum historique, sans tenir compte du continuum. Et du coup, ça pose de gros problèmes. L'autre remarque que je vais faire, c'est quand vous avez parlé des visas, etc. Moi, j'avoue que je n'ai pas très compris, parce que j'ai eu des thésards algériens, des étudiants et des chercheurs qui sont venus, ça n'a posé absolument aucun problème. Évidemment, c'est des sciences dures, comme on dit. Donc, peut-être que c'est des sciences politiquement neutres qui sont plus faciles à accepter, mais j'avoue que je ne savais pas qu'il y avait des problèmes de visa pour des chercheurs ou des étudiants algériens. Sauf, évidemment, le faux visa, le visa camouflé en pseudo-immigration, etc. Bien sûr. Alors tout de suite, pour te répondre là-dessus, François, l'idée, elle est là, elle est dans ce que tu viens d'évoquer, le fait qu'il y ait beaucoup de faux visas qui sont créés justement sous l'égide de souvent, pour le coup, de sciences dites molles entre guillemets. Je vais étudier la littérature, la sociologie, la psychologie. À Paris 8, à Paris 13, à Paris 5, et puis en fait, on s'aperçoit que non. Alors effectivement, dans ta discipline, en chimie, on voit assez vite si la personne, elle connaît un tout petit peu des trucs ou pas. On arrive assez vite à trouver un prisme. En sociologie, voilà. Mais de toute façon, il y a un problème de visa même dans les sciences dures. Il y a beaucoup plus de demandes que d'acceptation, mais c'est le cas aussi pour les étudiants entre guillemets français en France. On voit très bien, et là c'est le problème de l'éducation et de l'université en France, où il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas beaucoup de postes, il n'y a pas beaucoup de places. La recherche en France, et je pense qu'on en a déjà parlé, on en reparlera de toute façon, et là je parle sous le contrôle de gens qui ont fait beaucoup d'études, de longues études. L'université en France aujourd'hui, dont toi, c'est une catastrophe. On est en train de faire quelque chose de catastrophique. Et c'est la suite de l'éducation tout court. On a Cyril au collège, Jean-Marie en lycée, moi j'étais aussi en lycée, t'étais dans le supérieur. Voilà, on voit très bien ce qui est en train de se passer et on ne peut pas s'en réjouir, de toute façon. Et ça touche effectivement les étudiants étrangers pour qui c'est de plus en plus compliqué d'obtenir des visas de chercheurs. Voilà. Pardon. Mais ça, c'est pas spécifiquement algérien. Oui, vas-y, François. Et c'est pas spécifiquement algérien, je suis tout à fait d'accord. Le fait que la France et l'Algérie aient une histoire commune, un lien très fort, fait que dans le rapport Stora, il a incité sur l'idée que ça serait intéressant de créer encore davantage de passerelles à ce niveau-là. Mais, et là pour le coup, je te rejoins, ça crée le problème et on fait quoi pour Madagascar, pour le Maroc, pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire. On a une histoire aussi forte et commune avec ces pays-là. Donc si on commence à accepter ou à accueillir très volontiers, mais tous les chercheurs de tous les pays du monde, d'un côté, on les affaiblit eux, parce que c'est pas toujours gagné qu'ils retournent dans leur pays pratiquer leur discipline. Et puis on fait quoi de nos propres étudiants dont on n'arrive même pas déjà à trouver des chaises et des tables en cours, et que les amphis regorgent d'étudiants dont on ne sait pas où les mettre. Enfin, moi, le peu que j'ai enseigné en supérieur en lettres, j'avais une classe de 30 places et on était 63. Donc à un moment, on met où les élèves, on fait quoi? Mais ça, c'est le problème du supérieur. Pardon, je t'ai coupé, je me tais, je te laisse finir. Pardon. Je continue? Oui, vas-y. Oui, de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a vous avez cité aussi un problème de la corruption de l'administration qui fait en gros que et d'un système qui fait que l'élite algérienne continue à avoir accès à tout, et qu'elle a bloqué la population, on peut dire, qui se retrouve un petit peu exclue. Et ça aussi, c'est pas du tout spécifique à l'Algérie. Moi, j'ai habité Madagascar, donc je me suis intéressé un petit peu. Le président Ratsirak, à l'époque, a supprimé le français comme langue d'études.
dans le but clair d'interdire l'accès à la France, on va dire, d'un point de vue général, ou à la francophonie, à la population qui ne parle plus que le malgache, et de le garder à l'élite qui, elle, a continué dans les écoles privées, etc. etc. Donc, tous ces phénomènes, pour moi, ce n'est pas du tout des phénomènes spécifiques à l'Algérie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Ça, c'est clair et net. Il y a plein de pays dans lesquels ça se passe comme ça. L'Algérie, donc, qui a supprimé aussi le français dans l'éducation traditionnelle, comme elle avait au préalable supprimé les langues berbères. Oui, on est dans le même processus. Il y a la même idée d'effacer la francophonie, la francitude, entre guillemets, si on veut, pour garder le contrôle d'un peuple et le contrôle d'une île. Alors, de Madagascar, d'une île ou d'un pays. Mais vas-y, Cyril, tu veux dire oui. Vas-y. Pour moi, je m'excuse, ce qui change vraiment, c'est la virulence des propos des gouvernements algériens. Madagascar, je comprends totalement, c'est une donnée qu'on a trouvée dans d'autres pays. Mais le problème, c'est que quand vous passez votre temps à critiquer la France de manière ouverte et que de l'autre côté, vous faites l'inverse, ça pose quand même certaines questions. Ça veut dire que quand Bouteflika rappelait à la fin de son mandat, lors de la crise économique, que la colonisation était responsable de tout, et qu'en parallèle, il partait à Grenoble se faire soigner, ça veut dire que, l'État français laisse faire, et que de deux, l'impact qu'a la parole du président algérien sur la population en France, mais c'est celle-là qui m'intéresse, parce qu'à la rigueur, se réconcilier avec les Algériens, ça va être facile. Ce qui va être beaucoup plus compliqué, c'est de faire en sorte c'est qu'avec la population d'origine algérienne en France, qui parfois est là depuis 4 générations, celle-ci soit autant, si vous voulez, à l'écoute de ce qui se passe à Alger. C'est ça, moi, qui me pose problème, parce que croyez-moi qu'en Algérie, il n'y aura aucun problème. Là, je suis tout à fait d'accord. Je pense que vous le disiez tout à l'heure, c'est une question de temps. Le temps va arranger ces choses. Je suis allé chercher un truc parce que il y a quand même un point ici en France qui est quand même à mon avis important. C'est l'importance de la fusion entre les populations immigrées et les populations de ce que le rapport, je ne sais pas, vous connaissez peut-être ce rapport trajectoire et origine de l'INED, appelle la population majoritaire. Et il dit en gros, les 2 tiers des descendants d'immigrés ont formé un couple avec une personne de la population majoritaire. Ça veut dire que, et on voit ça à l'heure actuelle, c'est peut-être spécifique au sud, mais à Montpellier, les couples, disons, mixtes, ils sont partout. Je veux dire, ils sont même dans ma famille, ça veut dire à quel point ils sont partout. Je veux dire, c'est quelque chose qui devient normal. Et je pense que c'est schizophrène là dont vous parlez. Ça représente quoi? Pas grand-chose. Enfin, par rapport à la population d'origine maghrébine, je pense que ça représente à l'heure actuelle une minorité, une faible minorité. De quoi? Pardon? Qu'est-ce qui représente une minorité? Vos schizophrènes, là, vos gars qui sont tiraillés entre un amour pour l'Algérie militant et une haine pour la France dans laquelle ils vivent. C'est la communauté maghrébine est quand même assez endogame, déjà. Pas tant que ça. Parce que la France est un pays où on se mélange beaucoup. Mais quand vous regardez l'endogamie, notamment pour des raisons religieuses, elles sont quand même très très fortes. Il y a notamment j'aime pas le mot ghetto, j'utilise un autre terme. Mais le fait que ces populations-là restent souvent sur des territoires de banlieue de 2 à 3 générations, parfois, fait que d'une certaine manière, ils vivent qu'entre eux. Alors, et que ça facilite les mariages. C'est vrai, mais c'est un ghetto. C'est une petite population qui vit un peu comme les intégristes juifs à Jérusalem. Sincèrement, je ne crois pas. Je ne sais pas, moi, les statistiques que j'ai lues, elles m'avaient interrogé d'ailleurs, parce que je ne m'imaginais pas à quel point la fusion était grande. Alors, elle l'est un peu moins, vous avez raison, dans les familles religieuses. Mais un peu moins, ça veut dire qu'au lieu des 2 tiers, c'est 40% par génération. C'est donc énorme. Dans les familles religieuses, il y a quand même, probablement, il y a un regain de religiosité de la part de beaucoup de jeunes qui n'étaient pas dans les familles qui étaient très, on va dire, croyantes.
Mais quand vous regardez, on est dans et c'est pas le propre que des familles d'origine maghrébine. Il y a, avec la mondialisation, avec beaucoup de phénomènes culturels, un retour aux racines qui est de plus en plus fort chez beaucoup de Français. Et ils ne sont pas épargnés par cela. Donc quand vous regardez, il y a en effet des strates, des populations, mais ça depuis très longtemps, qui se mélangent, c'est clair. Notamment dans les populations qui sont nées dans les années 50-60. On avait, si vous voulez, une exogamie qui est très forte. Mais aujourd'hui, chez les jeunes, il y a, si vous voulez, un retour aux racines qui fait qu'on épouse beaucoup plus des filles de sa communauté, notamment pour des raisons religieuses et pratiques, que des filles qui seraient issues de populations d'origine chrétienne ou européenne en général. Oui, je suis pas sûr. Hein. Il faudrait vérifier, mais je pense que ça, c'est une impression parce que ces gens-là sont beaucoup plus visibles que les autres. C'est ce que je voulais dire, c'est que surtout ces gens-là se retrouvent dans des quartiers, dans des zones où ils font beaucoup de bruit, beaucoup de casse, hein, on va dire les mots, beaucoup d'exactions, beaucoup de bruit, beaucoup de casse, beaucoup de trafic aussi, et qui sont forcément beaucoup plus. Alors, on peut dire d'un côté montrer du doigt, de l'autre côté stigmatiser, on peut employer le terme qu'on a envie, mais c'est eux qu'on voit. Effectivement, on voit plus les gens comme ça que les gens comme moi. Donc, moi, je suis un fils d'immigré, marié avec une Française de souche, entre guillemets, bon, juive en plus, mais voilà, mais les gens comme moi, on les voit pas. Par contre, ceux qui font des rodéos à Saint-Denis, à Évry, à Créteil ou ainsi de suite, on en parle tous les jours. Je t'écoute, Cyril. Alors, encore une fois, je tiens à préciser que je ne confonds pas, je ne mets pas dans le même sac toute la communauté algérienne. J'ai parlé tout à l'heure d'une classe moyenne qui existe, non, mais je tenais quand même à le rappeler. Mais, non, mais je tenais quand même à dire que toute la communauté algérienne n'est pas monolithique, je veux dire. Il y a une classe moyenne qui émerge, etc. Bah, de toute façon, on parle d'individus, donc chaque individu. On retrouve quand même une religiosité de plus en plus importante chez une grande partie de cette communauté. Ça, c'est malheureusement ou heureusement un fait. François voulait reprendre la parole. Pardon. J'entends pas là. Non, il faut que tu rallumes remets le micro. Rallume le micro, François. François, micro. Oui, tu l'as coupé. Non, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier de m'avoir à la fois écouté et répondu. Je reste avec certaines certitudes. Ce qui est sûr, à mon avis, c'est que ce rapport aurait dû être franco-français. Franco-algérien français. Enfin, je veux dire, c'était pour nous. Vous avez raison de le signaler. C'était pas dans le but de faire du cinéma avec l'Algérie. Et tout ce qui est proposition, je dirais, internationale, me paraît complètement prématuré et risqué. Mais sinon, j'ai vraiment aimé votre échange. Merci. En fait, l'idée pour moi, ça aurait été d'ouvrir à des historiens algériens, non pas pour qu'en Algérie, ils prônent une parole ou une parole quelconque, mais simplement pour qu'en France, effectivement, on puisse entendre ce son de cloche-là et en faire quelque chose, ou pas, mais en tout cas qu'on ait la possibilité de confronter avec du recul et avec un regard historique les deux paroles. Maintenant, effectivement, en Algérie, de toute façon, ce type de rapport est beaucoup trop prématuré pour qu'il ait un impact entre guillemets positif. Par contre, je pense qu'en France, ça aurait pu être intéressant d'avoir une plus large confrontation des opinions et des voix. Mais bon, voilà. Alors, je sais pas. Jean-Marie voulait reprendre la parole, peut-être. Je sais pas. Il y a des mains partout. Alors, je sais pas qui. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Je sais pas si Jean-Marie. Oui, je voulais. Pardonnez-moi. Non. J'avais été très frappé et très en accord avec ce qu'avait dit Cyril sur l'extrême gauche en France. Son rôle vis-à-vis des populations issues de l'immigration et cet acte militant, effectivement, qui considère. Là aussi, il ne faut pas généraliser, parce que l'extrême gauche, c'est quelque chose de très vaste. Hein, mais effectivement, le côté, ce sont les maudits du prolétariat, et il faut les monter contre pas simplement la France, mais cette idée nationale particulièrement délétère. Et d'ailleurs, vous avez un certain nombre de militants d'extrême gauche qui délibérément demandent à être enseignants dans les secteurs de banlieue où il y a
des populations difficiles. Certains, il faut le dire, en étant, je dirais, des héritiers des hussards noirs de la République, et qui sont des gens extraordinairement dévoués vis-à-vis de leurs élèves, il faut le dire aussi, mais qui parfois peuvent aussi avoir un projet politique et leur expliquer que, mon Dieu, s'intégrer à la France, pourquoi pas. La France, c'est entre guillemets le mal, comme toute idée nationale, en gros. Là, je ne sais pas ce qu'en pense Cyril de ce point de vue-là. Il va répondre. En fait, premièrement, je suis un peu injuste parce qu'il y a aussi toute une partie des socialistes, notamment la tendance Rocard, ce qu'on appelle ex-PSU, qui sont retrouvés aussi à avoir un rôle nauséabond, on va dire, dans ces quartiers. Mais tous ces gens-là, si vous voulez, sont les héritiers, non pas de la résistance d'ailleurs, entre parenthèses, ils en parlent très très peu, parce que leur mentor n'y était pas, mais ce sont souvent des descendants ou des acteurs de ce qu'on appelait les porteurs de valises. Et ils ont plaqué, on va dire, l'Algérie coloniale avec, entre guillemets, si vous voulez, la France des banlieues, où le jeune de banlieue devenait en fait le félaga maltraité par le beauf de Cabu, qui devenait une sorte de pied noir OS, une espèce de méli-mélo, si vous voulez, qui a conditionné en partie, en tous les cas, parce qu'il y a aussi un racisme en France, hein, il ne faut pas non plus le nier, qui existe, et notamment de la part de beaucoup de fonctionnaires de police et de douane. On t'entend plus, Cyril. Cyril, ton micro, rapproche-toi de ton micro. Déjà que tu as coupé ta caméra parce que tu as honte de toi, mais ce que je peux comprendre, mais au moins mets ton micro parce qu'on t'entend pas là. Vous me voyez ou pas là? Non, on te voit pas. Par contre, on t'entend. Donc, tu peux continuer ton exposé. On se passera de ton visage, tant pis. Non, mais en fait, ta beauté m'éblouissait, donc j'ai préféré me retirer. Et je comprends parce que moi-même, je m'auto-éblouis. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tout n'est pas acheté. L'extrême gauche est vague, mais en tous les cas, l'extrême gauche non communiste, en tous les cas, qui a notamment peuplé beaucoup de postes très sociaux par conviction souvent, hein, et souvent par conviction très noble. Hein, je veux dire, s'occuper des plus pauvres, c'est bien sûr une conviction très noble. Hein, et ce qu'on appelle la gauche chrétienne aussi. Donc les enfants du PSU, tous ces gens-là, si tu veux, leur aventure politique, elle est quand même née en Algérie globalement. Elle est très peu née, en tous les cas, avec 39-45 ou avec d'autres conquêtes sociales. Donc ces gens-là ont été souvent des enseignants post-68 art, qu'on a envoyés dans les banlieues, parce que souvent ça correspondait, tu sais très bien, au roulement professionnel qui fait que les premiers enseignants sont envoyés là-bas. Avec une conviction. Mais comme disait Jean-Marie, il y a aussi des enseignants qui demandent à aller dans ces quartiers pour prêcher une sorte d'idéologie. Alors on va tout de suite se calmer sur les termes, mais qui se sentent plus utiles dans ces quartiers-là pour donner leur parole. Hein. Il y a effectivement tous les jeunes qu'on envoie au casse-pipe maintenant volontairement dans des quartiers. Voilà, bon, ça c'est un choix idéologique, enfin politique, pardon. Mais il y a aussi des gens qui demandent à être dans ces quartiers. Voilà, mais vas-y, finis. Donc voilà, je veux dire, ils ont plaqué une réalité historique à une autre qui ne correspond du tout, et c'est assez désastreux. Alors après, Loïc, je ne sais pas s'il est là. Il y avait Loïc. Loïc, ça sera la dernière intervention. Il va falloir qu'on arrête, mes chers amis, mais Loïc, tu as la parole. Et il sera possible de lui répondre, bien sûr. Bon, merci, ça vaudra la peine, mais bon. Non, moi je voulais simplement revenir, ça sera bref, sur ce que disait François, ce qu'il avait pu observer, notamment dans le sud de la France, là où il vit, mais qui est corroboré par ce que disait Todd dans ses différentes interventions. D'une part, concernant l'aspect religieux, il y a un phénomène quand même de sécularisation, d'abandon de religion. C'est vrai dans le christianisme, mais lui, après ses instruments de mesure, le constatait également dans la pratique de l'islam. Voilà, globalement, hein, bon. Alors effectivement, il y a quelques militants hyperactifs, on va même pas parler des terroristes, hein, mais qui font beaucoup de bruit et qu'on entend beaucoup et qui sont beaucoup relayés et qui donnent l'impression qu'ils sont très nombreux. Bon. Et puis effectivement, il faisait le même constat d'une augmentation des mariages mixtes et puis voilà, d'une dilution petit à petit de l'aspect de l'identité, je dirais, historique. Bon. Alors après, l'avenir nous dira si effectivement son
son anticipation était bonne ou pas, enfin, était juste ou pas. Voilà. Simplement pour revenir sur ce point, juste rapidement, sur l'idée de la montée d'un islam rigoriste, mais qui serait particulièrement audible et qu'on entendrait beaucoup, mais qui représenterait assez peu. Je voulais juste rappeler que la manifestation contre l'islamophobie auquel Mélenchon a participé, donc c'est surtout pour ça qu'on en a parlé, et où Marwan Mohamed a fait son fameux appel au Allah Akbar, c'était même pas 2000 personnes. C'est un vrai fiasco aussi au niveau militant. Il y avait 2000 personnes à Paris, place de la République, pour défendre un concept contre l'islamophobie. Voilà, là où je vous rejoins entièrement, c'est que les plus radicaux ne sont pas les plus nombreux. C'est pas parce qu'on crie fort qu'on est très nombreux. C'est-à-dire que la majorité des musulmans en France, quoi qu'on le veuille, essaient de survivre comme ils peuvent, entre guillemets. Ils ne sont pas du tout dans les minorités, qui sont souvent pointés du doigt et instrumentalisés par d'autres, d'ailleurs. Mais c'est un autre débat. Par contre, moi, sur ce que je vois, en tous les cas, dans la région lyonnaise, premièrement, il y a une monogamie qui est encore très forte, et que la majorité des femmes qui se marient avec des jeunes gens d'origine maghrébine se convertissent. Donc, on est quand même dans une monogamie culturelle, en tous les cas. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une adoption d'une culture autre que celle, on va dire, largement partagée par la majorité des Français. Mais pour ce qui est de l'endogamie, il y a une endogamie qui a existé en tous les cas avec les immigrés européens, ça c'est un fait. Moins avec la communauté juive pour d'autres raisons, mais pour ce qui est de la population d'origine maghrébine, elle reste quand même très très forte, cette endogamie. Là-dessus, je suis obligé de persister. Il ne faut pas confondre les étrangers en général, dont beaucoup étaient d'origine européenne et souvent catholiques, et puis l'immigration maghrébine qui arrive, ou qui est née en tous les cas dans les années 50, 60, 70. Chers amis, nous reprendrons les questions démographiques au cours d'une autre conférence, car il faut que nous arrêtions ce débat qui a été passionnant. Merci beaucoup, Omar. Merci Cyril. Merci. Nous vous retrouverons dans Royaliste, puisque vous êtes en train de préparer une centrale, 2 pages de Royaliste sur le sujet que vous venez de traiter.